Salut Lionel, Salut, Valérie. bienvenue. J'avais Bienvenue à envie toi aussi. de, j'avais envie de faire cette interview depuis un bon bout de temps parce que tu proposes trois stages différents en communication transformative et Mm. j'ai participé à deux d'entre eux au mois d'août dernier et ça me tenait vraiment à cœur de partager ce moment avec toi pour que tu nous en dises un petit peu plus. Parce que moi, j'ai déjà témoigné, j'ai fait déjà une ou deux vidéos sur le retour que j'avais des ateliers Zoom que tu proposes déjà dans un premier temps et aussi des stages. Et voilà, je voulais vraiment que tu puisses, toi, en parler, puisque tu sauras mieux que personne me dire ce qu'est la communication transformative et comment tu en es arrivé à devenir coach en com transformative. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Euh, alors, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à devenir coach? Comment j'en suis arrivé là, moi? Oui. C'est une histoire de vie, ça. Alors, en fait, j'aimais pas l'école. Du coup, à 16-17 ans, je suis parti faire tour du monde avec un accordéon. Je ne vais pas donner tous les détails parce que on pourrait écrire quelques livres. Et après 10 ans de tour du monde avec un accordéon et deux potes, eh bien, je suis rentré dans un monastère, en fait, un ashram, un genre de monastère indien, hindou. Et j'ai passé 20 ans entre l'Inde et la France et un peu le Canada aussi à étudier auprès de philosophes, je dirais, indiens, hindous, des sages, ce qu'on appelle des sages, des sadhus. Et après avoir étudié pendant 20 ans avec ces gens-là, et j'ai rencontré quelqu'un qui a enseigné la communication interpersonnelle. Enfin, moi, j'étais sûr que je savais très bien communiquer, vu que j'avais fait le tour du monde et que j'avais fait plein de yoga, donc je me suis dit, non, aucun problème. Et c'était un stage de 3 jours, justement, de base. Et en fait, ça a été une révolution. Je me suis aperçu que en fait, je ne savais pas communiquer. Et j'ai vu que c'était tellement riche d'apprendre à communiquer que je lui ai dit c'est quoi la suite. Il m'a dit bah, il y a un stage avancé. Après, je lui ai dit c'est quoi la suite et il m'a dit bah, tu viens assister. Et puis finalement, je me suis mis à assister dans tous ces séminaires autour du monde. J'ai voyagé partout en Inde, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique aussi. J'ai refait un tour, quoi, un autre tour du monde, à l'aider, enfin à l'assister et à apprendre. Et après, j'ai fait une formation avec lui pendant quelques années. Et un jour, il m'a demandé de donner ses séminaires en français, ses stages, ses formations. Il y a 17 ans, je l'ai rencontré. Et il y a 15 ans, j'ai commencé à donner des ateliers, des séminaires en France. Et ça a eu beaucoup de succès. Et du coup, je me suis dédié à faire ça parce que déjà, ça m'avait tellement changé la vie que je me suis dit, ça peut peut-être transformer la vie de plein de gens. C'est assez simple. Et du coup, ouais, j'ai vraiment eu envie de partager ce que j'avais découvert avec ce monsieur. Et aussi d'y rajouter ce que j'avais appris en Inde, ce que j'avais appris autour du monde. Et voilà, et ça fait 17 ans que je fais ça et je continue. Et je sais que la plupart des gens, je dirais 99,9% des gens qui participent à ces stages sont satisfaits et ont une transformation et quelque chose qui se passe dans leur vie. Donc ça m'encourage à continuer à faire ça. Et je continue. C'est comme ça que je suis arrivé. Après, il y a plein de détails. Je suis en train d'écrire un livre où je raconte plein de petits détails qui me sont arrivés, qui m'ont amené à faire ça. Mais même moi, quand je regarde comment je suis arrivé à ça, c'est pas complètement un choix personnel. Il y a comme si la vie m'avait guidé un peu, m'avait amené à vivre des choses. Je pense que tous, chacun de nous, on a des vies qui pourraient se raconter. On voit qu'il y a des influences qui ne sont pas vraiment notre volonté. Et ça, j'aime bien aussi, le côté de percevoir qu'il y a peut-être une volonté plus grande que la nôtre autour de ça. Et que si on s'amuse à servir cette volonté, la vie devient une danse. Et c'est un peu ce qui est enseigné dans la communication transformative. Ouais, il y a d'un Voilà côté les comment je choix suis. qu'on fait, il y a d'un côté les volontés qu'on a, les choix qu'on fait, et d'un côté des trucs oui, sur lesquels on n'a pas de prise. Et après, c'est à nous de choper comment dire, le truc quand il arrive. Et c'est ce qui s'est passé pour toi, parce que quand tu as décidé finalement d'arrêter, tu étais parti sur une sorte de petite routine entre l'Inde et la France, et tu as eu comme une sorte de, oui, de révélation, en fait. C'est ça hein, que j'ai entendu, moi, dans ton discours. Ouais, c'est plus subtil que ça parce qu'il y avait un enseignant spirituel qui m'avait. Enfin, c'est toute une histoire. C'est complètement. C'est un film. En fait, un jour, j'étais dans une réunion avec enfin, dans une classe, un enseignement avec
un sage qui avait 97 ans. Et il s'est passé un truc dans la salle, et puis d'un coup, il s'est tourné vers moi, il m'a dit, ne mens jamais, deviens expert en psychologie et inspire les gens à venir vers le divin. Et moi, j'ai dit, c'est pas moi qui parle, parce que moi, psychologie, je connais pas. Jamais mentir, c'est un truc. Et aussi inspirer les gens à venir vers le divin. Moi-même, je suis pas vraiment connecté. Je me disais, c'est pas possible. Puis il me l'a répété 3 fois. Et je me suis dit, vraiment, j'ai pensé qu'il était vieux et qu'il voulait s'adresser à quelqu'un d'autre et qu'il ne voyait pas bien, je ne sais pas. Et puis, un mois après, j'étais dans un séminaire de communication sans vouloir y aller puisque j'étais invité gratuitement. Parce qu'en fait, c'est une histoire de fou. La compagne, enfin la personne qui travaille, l'assistante qui travaille avec celui qui formait, qui venait des États-Unis, c'est une femme que j'ai rencontrée sur un bateau 25 ans avant. Je faisais le tour du monde. Donc j'y suis allé parce que cette femme, elle me dit, ah, viens Lionel, ça fait 25 ans, on ne s'est pas vu, viens faire le stage. Mais moi, je n'étais pas du tout intéressé à faire le stage. Donc je ne dois pas parler de ma volonté. Je n'ai pas voulu faire un stage, je n'ai pas voulu devenir expert dans la communication, je n'ai pas voulu étudier la psychologie. Et comme ça, quelque chose qui m'a envoyé un message comme une bénédiction. Quelqu'un a dit du bien de moi. Et ce bien, c'est que tu vas devenir expert en communication, inspirer les gens à aller vers le divin. Vers le divin, ça veut dire vers eux-mêmes. Et donc, je ne sais pas, je ne parle pas de volonté, moi, je parle d'écoute et de service. J'écoute et il y a un service qui se prépare et qui m'est proposé. Et puis, il y a une bénédiction qui est lancée. Et du coup, je me retrouve à faire ça. Et je ne suis pas trop le coach qui dit vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Là, tu sais, j'ai entendu des trucs, tout est possible. Je ne suis pas vraiment dans cette démarche. Je suis plutôt dans les marches de l'écoute et de danser avec la vie, quoi. Ce que va nous proposer la vie. Être présent à la vie, en fait. Oui. Être présent, ouais. Être conscient, être présent et présent, ouais, très présent. Et, et apprendre à répondre aussi à la vie. Pas réagir, quoi. Apprendre à répondre plutôt que réagir. Parce que quand j'ai jugé le sage, le vieux sage, je l'ai jugé, j'ai dit les vieux et tout ça, c'est une réaction. Mais comme le sage, il est sage, sa bénédiction est plus forte que la réaction. C'est fort les bénédictions. Quand quelqu'un dit du bien de vous, bénédiction, bien de vous, ça influence. Ça fait du bien et ça amène la personne à vivre quelque chose. Pour ça, les enfants, quand on dit du bien des enfants, ils se développent vachement bien, ils évoluent très très bien. Quand on dit du mal de quelqu'un, c'est l'inverse, c'est ce qu'on appelle une malédiction. Donc oui, il y a des gens qui envoient des bénédictions et malgré notre volonté, ça nous amène à vivre notre maximum, enfin notre maximum de notre potentiel, quoi, dans le bien, dans le meilleur, je pense. Et les malédictions, c'est l'inverse. Ça nous amène à vivre notre potentiel, mais dans le moins bon, quoi, parce qu'on a les deux côtés. Donc disons du bien des gens et la Terre va changer, la planète va changer. Une sorte, en fait, de ce que j'entends, une sorte d'honnêteté, d'authenticité, d'honnêteté mêlée à effectivement, ouais, de dire du bien. Valoriser le positif tout en étant, en fait, honnête, tout en étant… Oui, il ne s'agit pas de dire à un voleur honnête, quoi, voilà. t'aimes bien. Dire, écoute, c'est pas terrible ce que tu fais, on peut peut-être voir comment on peut changer ça, mais pas le maudire, quoi. Ok. Et où est-ce que tu enseignes actuellement, la com transformative? Où on m'invite. Quand je faisais le tour du monde, les gens ils disent, tu vas où ta prochaine étape? Et je disais, ça dépend des invitations. Ça n'a pas changé. Ça dépend des invitations. Après, je ne vais pas enseigner dans des endroits qui ne me plaisent pas. Donc en ce moment, je suis beaucoup en France, un peu partout, je voyage. Je fais aussi des formations chez moi. Hier, j'ai fait un atelier en ligne, donc de chez moi, de ma petite maison, là. Et parfois, je fais en Amérique du Sud. En ce moment, j'ai beaucoup travaillé en Amérique du Sud ces dernières années. Je fais un peu en Inde. Je voyage où on m'invite, en fait. Donc moi, je parle 3 langues, donc je peux faire en anglais, en espagnol et en français. J'allais oublier la troisième, c'est le français. Voilà, donc partout. Là, je suis en train de travailler pour entrer dans des entreprises ou des choses plus officielles, plus… on va voir. Et j'ai une question qui me vient là. Est-ce que tu vois des différences quand tu enseignes la com transformative? Est-ce que tu vois des différences selon les cultures ou les pays dans lesquels tu enseignes? C'est drôle parce que dans la formation de facilitateur que j'avais fait avec David, il demandait de faciliter au moins dans 2 pays de cultures différentes. Ben oui, il y a énormément de différences. Énormément de différences. L'être humain, il reste le même quelque part. L'être humain, il reste le même dans le sens où partout, il y a de la souffrance et on essaie d'échapper à cette souffrance. On ne veut pas y faire face, donc partout, on a des techniques pour échapper. Elles sont plus ou moins
selon la culture, en fait, elles sont différentes et plus ou moins efficaces. Donc, l'idée de la communication transatlantique, c'est pas de fuir la souffrance, d'y faire face. Et, euh, et du coup, ben, c'est le même travail partout, apprendre à faire face, mais les techniques de survie ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, en France, on a une super technique de survie, c'est avoir raison. C'est-à-dire que la plupart de notre culture est basée sur je veux avoir raison. Donc les gens argumentent, on le voit dans les débats politiques, tout le monde veut avoir raison, même dans les débats de la journée, au bar du coin, au café et tout, c'est avoir raison. Moi, j'ai raison. C'est parfois plus important d'avoir raison que d'avoir des amis ou recevoir de l'amour, parce qu'il y a une histoire d'ego là-dedans. Donc c'est une stratégie de survie très forte chez les Français, c'est très intellectuel. On va chercher plein de choses pour avoir raison. Quand je faisais des séminaires en Colombie, alors c'est pas avoir raison, mais c'est plutôt être apprécié au regard de l'autre, c'est-à-dire faire bonne figure en fait. Donc ce qui est important, c'est faire bonne figure, être jugé comme quelqu'un de bien ou de beau. Donc c'est beaucoup sur l'apparence, faire bonne figure. On l'a aussi en France, mais ce que j'avais remarqué, c'était beaucoup plus développé en Amérique du Sud, c'est moins avoir raison, nous c'est avoir raison. Donc il y a différentes stratégies de survie selon les cultures, donc moi c'est ça qui m'intéresse, tiens, il y a une stratégie différente. Et c'est sûr que moi, en tant que, puisque j'ai été éduqué en France, quand je vais en Amérique du Sud et je vois ce truc de faire bonne figure, ça me fait sourire parce que moi, ce serait plutôt français avoir raison. Mais en même temps, c'est très fort, quoi, ces conditionnements. Donc, c'est intéressant de changer de culture justement pour voir ces différentes stratégies culturelles qu'on a mis en place pour survivre, quoi, pour éviter de souffrir, en fait. Parce que avoir raison ou, faire, ou faire bonne figure, c'est souvent pour éviter de souffrir, pour être aimé, apprécié, etc. Ah, en fait, ça ne marche pas très bien, mais on a développé des stratégies qui ne fonctionnent pas, mais on est tellement attaché à la stratégie, au dogme, qu'on continue, même si ça ne marche pas. Donc, dans chaque culture, il y a quelque chose à déceler là-dedans, dans les différents dogmes. J'avais fait un séminaire en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y avait un truc intéressant aussi, c'était on disait emotionless, c'est-à-dire les gens ne montrent pas l'émotion. C'est très, on dirait qu'il n'y en a pas, quoi. C'est un peu comme en Angleterre. Donc là, j'appelle cette stratégie, je l'appelle comme soit éviter l'émotion, soit faire semblant de contrôler les émotions. Parce que si je réprime mes émotions, je les enfouis en moi. Toi, comme je donne souvent l'exemple du ballon de plage. Tu prends un ballon de plage, c'est des gros ballons, tu essaies de le mettre sous l'eau, puis il essaie de sortir à droite, sortir à gauche, et puis tu penses que tu contrôles. Mais en fait, c'est le ballon qui te contrôle. Donc, il y a plein de gens qui répriment leurs émotions et qui pensent qu'ils maîtrisent, donc ils ont un faciès très sobre et tout, mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent. J'ai connu des gens comme ça qui faisaient des ulcères d'anxiété, c'est des gens très zen, très paisibles à l'extérieur. Donc, ça, c'est une stratégie de survie aussi. Faire imaginer, croire que je contrôle mes émotions en les réprimant. Ça, c'était très présent en Nouvelle-Zélande. Les gens, ils arrivaient, c'est comme s'il n'y avait rien. Au bout de 2-3 jours de séminaire, ça pétait partout parce qu'il y a tellement d'émotions, de colère, de rage enfouies à l'intérieur que quand ça sort, ça fait un truc avec beaucoup d'énergie. Donc, il y a différentes. Il y en a une quatrième, ouais, il y a éviter l'émotion et penser, croire que je contrôle l'émotion. C'est un peu les deux mêmes, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y en a un qui l'évite, c'est-à-dire dès qu'il y a une émotion, il va faire le clown, il va sortir un masque intellectuel, j'évite l'émotion. Et il y a l'autre qui en a tellement qu'il les aime, il n'y a pas une émotion. Donc ces différentes stratégies, je les retrouve dans différentes cultures. Très intéressant. On n'a pas les mêmes cultures, donc pas les mêmes stratégies de gérer nos émotions. Et je dirais, moi je rajouterais, enfin je rajouterais, ça en fait partie, mais moi ce qui me vient, c'est l'addiction. Moi, dans mon parcours de vie, je vois bien que, bah, en fait, enfin oui, l'addiction, elle suit, on va dire. Oui, c'est un symptôme. Le fait d'éviter l'émotion fait qu'au bout d'un moment, il y a quand même une sorte d'angoisse. Enfin, moi, je parle de mon expérience. Il y a une sorte d'angoisse latente. Et pour surtout pas voir l'angoisse, il y a consommation, quoi. Alors après, ça dépend des gens. Moi, c'était la nourriture. Il y en a, ça va être Oui. l'alcool. Enfin, on se réfugie quand même facilement dans la distraction et dans des consommations, quoi. Et ce que tu disais dans un des stages, je me souviens, c'est qu'en fait, en fait, on a besoin de se nourrir d'énergie. Et comme ne pas être nous-mêmes, ça nous consomme beaucoup d'énergie, en fait, de porter ces masques. Et le fait de cette consommation d'énergie, il faut en récupérer, en récupérer, en récupérer. D'où le fait de consommer beaucoup de distractions, d'alcool, enfin, de plein de choses, quoi. Et ça, c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué, cette idée qu'on a besoin d'énergie. Et finalement, c'est pas au départ, c'est pas pour se détruire qu'on part dans des consommations excessives. C'est pour, en fait, justement, retrouver cette énergie qu'on a de manière naturelle, de manière vitale, si on est, entre guillemets, nous-mêmes, si on est authentique et qu'on accepte de retirer le masque et de regarder un peu en face toutes ces émotions,
de se livrer à l'autre, en fait. C'est ça, moi, dans ton enseignement que j'ai retenu, c'est la puissance d'oser se livrer, plutôt que d'être dans la rétraction et d'essayer de donner une belle image. Ouais, ça rejoint la bonne figure dans mon Ouais, vécu. parce que j'ai décrit 4 stratégies de survie. Après, ces 4 stratégies de survie, elles demandent beaucoup d'énergie et puis elles sont inconscientes, hein, pour la plupart d'entre nous, elles sont inconscientes. Puis l'idée, c'est que le monde, ce monde dans lequel on vit, il est douloureux en fait. Bon, déjà, la naissance est douloureuse, mais on a oublié. Et puis il y a toutes les contraintes, enfin, qu'elles soient mentales, les contraintes, qu'elles soient physiques, la maladie, qu'elle soit venant d'une autre personne, mon voisin qui me fait de la musique toute la nuit, qu'elle soit du climat, un tsunami ou un ouragan ou la pluie. Il faut se protéger, on doit chauffer les maisons. Il y a énormément de contraintes en fait pour l'être humain de vivre sur cette planète. Il y a beaucoup de contraintes. Et puis en plus, il y a la maladie, la vieillesse, la mort, des choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le Covid, mais sévère. J'ai vraiment pensé à la mort et je me suis dit, mais je vais revenir, un jour je vais mourir. Donc cette contrainte de mourir, cette contrainte de la maladie, cette contrainte de la vieillesse, cette contrainte de ces souffrances qui viennent de l'extérieur, on n'a pas envie, on est intelligent, donc on n'a pas envie de vivre ça. Donc l'humain a développé des stratégies pour éviter de se confronter à ces souffrances. Donc la stratégie, c'est simple, c'est échapper. Donc pour échapper, il y a tous les produits déjà, drogue, alcool, tous ces trucs qui peuvent nous permettre d'échapper à la réalité. Enfin, penser échapper à la réalité, parce qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Après, il y a tout ce qui est travail. Par exemple, les gens vont travailler, s'identifier complètement au travail. Puis le jour de la retraite, ils meurent d'un cancer parce qu'ils sont tellement. Il faut travailler, quoi. C'est ce qui leur permet d'échapper à la souffrance. Et ça accumule. C'est-à-dire que toutes les souffrances sont réprimées et cachées derrière l'action. Ça peut être, tu parlais de manger, la boulimie, anorexie. Toutes ces choses qui vont faire que quand je suis face à ce monde qui me fait souffrir, qui génère de l'angoisse, qui génère de la dépression, qui génère une perte de sens aussi, eh bien, je vais lutter contre ça en utilisant des produits ou en devenant accro, enfin mangeant, buvant, fumant, travaillant, sexe aussi, beaucoup de sexe. Donc toutes ces choses ont leur place, manger, dormir, etc. Ça a sa place dans la vie. Mais si je dors trop, je fais que dormir. Là, c'est des techniques de survie, en fait. C'est des techniques pour éviter de se confronter. En fait, puisque c'est dur, je vais éviter la souffrance et je vais aller me réfugier dans des dépendances, en fait, qu'elles soient physiques, psychologiques, mentales, etc. Et Moi, une fois que je suis dans ces dépendances, c'est très dur d'en sortir parce que ce sont des habitudes que l'on crée. Donc, il y a plein de groupes qui aident les gens à sortir de la dépendance, que ce soit les alcooliques anonymes ou il y en a d'autres aussi. Mais la plupart d'entre nous, êtres humains, on est là-dedans. La plupart parce qu'on ne veut pas faire face. Et moi, j'adore un livre qui s'appelle La Bhagavad Gita. Et en fait, la Bhagavad Gita, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Arjuna et qui va se retrouver face au combat de la vie, face à ses souffrances, à ses attachements, à tout ce que je disais tout à l'heure. Et il va vouloir se débiner. Hein. Il va dire, ouais, moi, je vais dans la forêt, je vais faire de la méditation. Alors, même la spiritualité, c'est un super piège pour se débiner aussi. Je parle pas de la... confirme. Ouais, donc il va trouver une technique. Et là, pas de bol, à côté de lui, il y a quelqu'un qui s'appelle Krishna, qui représente le divin, quoi. Un être divin, Dieu, et qui lui dit, ah, tu ne vas pas te débiner, tu vas combattre. Et là, le gars, Arjuna, il commence à justifier. Il a raison, toi. Je sais pas, il n'est pas français, mais il veut avoir raison. Donc, il justifie avec tous les écrits religieux comme quoi il ne faut pas combattre. C'est violent de combattre. Il y a même des gens qui pensent que la Bhagavad Gita, c'est un ouvrage violent. Et en fait, Krishna, il va lui expliquer non, la violence, c'est de ne pas faire ton devoir, c'est de ne pas combattre. Et toute ta religion, là, tu la mets à la poubelle et tu fais ton devoir en dédiant tes actions à moi, enfin, en dédiant tes actions au divin. Et c'est une autre perspective, c'est-à-dire au lieu de s'échapper avec la drogue, sexe, rock'n'roll, là, faire face à la vie et dédier ses actions à quelque chose de plus grand que nous. Alors, plus grand, ça peut être la nature, ça peut être, il y en a, c'est le respect de la nature, il y en a, je sais pas, il y en a, c'est Dieu, enfin, il s'adresse à Dieu directement, une connexion spéciale. Ça peut être tout ce qui est plus grand que nous, en fait. Ça peut être l'autre être humain aussi, se dédier à l'autre être humain, faire du bien, etc. Donc, il y a plusieurs techniques qui nous permettent de faire face à cette souffrance qu'on ne peut pas éviter et en même temps, servir quelque chose de plus grand, c'est-à-dire avoir un sens, trouver un sens. Et le problème de notre société actuellement, c'est qu'on n'a plus ces sens-là. Donc, on est déconnecté, on est sur nos écrans, comme maintenant. Et du coup, moi, ça va. Derrière moi, il y a toutes les arbres. J'habite dans la forêt. Donc, quand je parle, je regarde les arbres. Et quand je parle de plus grand, je regarde les arbres. Et si les gens pouvaient retrouver un sens, justement, de servir quelque chose de plus grand, je pense qu'il y aurait pas mal
de problèmes d'addiction qui s'arrêteraient. Et aussi, je voudrais dire un truc, c'est qu'en France, je ne sais pas si on l'est encore, mais on a été les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Ça veut dire, on est des sacrés fuyards, quoi. Face à la dépression, face à la perte de sens, on prend des cachets, quoi. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de prendre des cachets, ça peut être temporairement utile pour passer une crise, Ouais. mais si ça devient une habitude à vie, alors là, il y a un problème qui est plus sérieux, quoi. Surtout que ces produits souvent génèrent d'autres problèmes psychologiques ou psychiatriques beaucoup plus graves. Donc oui, l'addiction est intéressante à aller voir. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas accros à quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment libres de l'addiction, qui sont vraiment dans un état où ils font face. Enfin, je ne sais pas s'il y en a. Je sais qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart d'entre nous, on est dans cette fuite permanente. C'est-à-dire qu'on utilise notre intelligence pour fuir la réalité plutôt que pour servir cette réalité et faire quelque chose de plus grand. Ouais, ce que tu viens de dire, ça me fait penser aux émotions. Finalement, une émotion, elle n'a rien de nocif en soi, mais quand elle est soit étouffée, réprimée, soit qu'elle devient carrément quelque chose qui s'installe, un comportement, un comportement qui devient presque une sorte de personnalité, en quelque sorte. Je sais pas, ça peut être la colère, ça peut être plein de choses, ou une tristesse lancinante, une mélancolie, enfin, des choses dans lesquelles on reste enfermé. C'est là où ça devient pernicieux, en fait. Donc, en fait, ce que j'entends dans ton discours, c'est que finalement, tout a sa place, mais pour être vraiment pleinement en vie, le tout, c'est que ça bouge, c'est que ce soit en mouvement, c'est que ce soit pas ni une stratégie de survie, ni engrainé comme un truc qu'on porte qui est devenu une seconde peau, en quelque sorte, en fait. Ça fait vraiment penser Le à ça. monde émotionnel, L'intelligence c'est ça. émotionnelle dont tu parles hier dans l'atelier Zoom, là, tu as beaucoup parlé de l'intelligence émotionnelle et je trouvais que c'était vraiment hyper Oui, important parce que les émotions, on ne sait pas quoi en foutre, on ne nous apprend pas quand on est petit. oui, Après, soit on les a réprimées, soit elles sont hyper présentes, mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles viennent faire dans notre vie, que si on commence à comprendre qu'effectivement, c'est de l'information et que ça nous parle de nous et que ça, à la fois, ça rend la vie vivante et en même temps, ça nous donne des infos sur nous, ça devient... on a beaucoup plus envie de plonger dans la vie, en fait, puisqu'on a moins peur des émotions. On se dit, bon, bah là, je risque de vivre telle ou telle ou telle émotion, je vais aller à la rencontre de ça, tout comme on va à la rencontre de l'autre, c'est ce que tu enseignes, tu vas vraiment en présence à la rencontre de l'autre. Et du coup, il y a beaucoup moins, je pense que, enfin, je parle pour moi, il y a beaucoup moins de peur maintenant, il y en a encore beaucoup, mais il y a beaucoup moins de peur maintenant d'aller vivre des choses parce que je me dis, je vais aller sans doute me confronter à des émotions. Et en même temps, je peux y survivre. Si j'accepte l'émotion, elle ne fera que passer. Elle ne va pas me détruire. Et en même temps, c'est justement parce que j'accepte ce passage de l'émotion et de la vivre qu'il va pouvoir y avoir des choses des choses que j'aurais jamais pu vivre ou ressentir, qui vont aussi émerger. C'est-à-dire, tu ouvres le canal de OK, j'accepte d'aller regarder mon chagrin que je traîne depuis longtemps, j'accepte d'aller regarder ma colère là, qui est là depuis mon ressentiment. Moi, c'était beaucoup le ressentiment. J'accepte d'aller les regarder en face et j'ai hyper peur parce que j'ai l'impression que je vais me noyer dedans. Et quand j'ouvre le canal, eh ben, ça ouvre en même temps plein d'autres trucs super. Ça ouvre pas que le canal de la douleur, que le canal d'un truc qui tu as l'impression que tu vas en crever, quoi. Et ben, en fait, non. Et c'est cette acceptation de plonger dedans qui est dure, qui est super difficile parce que ouais, c'est un abandon. Tu as l'impression que tu vas mourir. Vraiment, ça relève de la survie. Moi, une de mes grandes difficultés, c'est le mal à l'aise, par exemple. C'est un truc, quand ça me prend le mal à l'aise face aux gens, mais j'ai envie de me foutre dans un trou de souris et c'est infernal. Alors que je risque pas d'en mourir. Au pire, qu'est-ce qui va m'arriver? On va se foutre de moi ou je sais pas quoi. Enfin, je risque rien de mortel. Et pourtant, comme un gouffre. C'est ressenti comme un gouffre. Et tant qu'on plonge pas, enfin je vais dire je, parce qu'il faut parler en son nom, tant que je plonge pas, je peux jamais découvrir que, et d'une, ça ne me tue pas, et de deux, ça peut ouvrir plein d'opportunités. Et en plus, ça ouvre les opportunités, dans mon expérience, aux autres. Parce que si moi, j'accepte ma vulnérabilité, eh ben, l'autre, il va pouvoir avoir accès à la sienne. Et ça, mais waouh, on n'a pas grand-chose à perdre, en fait, à faire ça, je pense. Enfin, moi, de mon expérience et de ce que j'ai pu partager avec les gens des stages et du séminaire,
effectivement, derrière tes stages, il y a plein, plein, plein de choses qui s'ouvrent. Ça demande du courage, c'est vrai, mais il y a plein de choses qui s'ouvrent et fabuleux. Ouais. Ouais, ce que j'ai entendu que tu disais qui m'a touché, c'est-à-dire avoir peur des émotions. Ça veut dire qu'on a une relation avec nos émotions. En fait, ce monde est un monde de relations. On est en perpète relation avec tout ce qui nous entoure, et avec nos émotions, et avec notre mental, et avec nos sensations. En fait, l'idée de la communication transformative, c'est transformer notre relation avec ce qu'on n'est pas, en fait. Et c'est pas de nous transformer nous-mêmes, parce que moi, je suis qui je suis, je vais pas changer, vraiment. Il y a peut-être des comportements qui peuvent changer ou pas, mais l'idée, c'est de transformer la relation. Et donc, si j'ai peur de l'émotion, si j'ai peur de la peur, souvent je donne l'exemple d'un enfant qui passe devant un grand 8, il est avec son copain, ils ont 15, 14 ans, on va dire, ou adolescents, puis il y en a un qui dit, on y va, ça va être super, le grand 8. Et l'autre, il dit, non, jamais ça. Donc, il y en a un qui est excité par la peur, c'est-à-dire qui sait qu'il va avoir peur dans le grand 8, ça l'excite, sinon il irait pas, il se passait rien. Donc, il y a une émotion de peur aussi, mais cette peur l'excite, ça lui donne de l'excitation. Et l'autre, il a peur de la peur, donc il veut pas se confronter à la peur. Donc, c'est deux relations différentes. J'ai peur de ma peur ou ma peur m'excite. Et en fait, quand on a une relation avec la peur de la peur, c'est-à-dire j'ai peur de ma peur, et ben je fais rien dans ma vie. Je fais pas grand chose, c'est très limité parce que dès que quelque chose me fait peur, je le fais pas. Alors que si ça m'excite, ben dès que j'ai peur, je dis super, j'y vais. Et c'est un peu ça, changer sa relation avec nos émotions. C'est qu'on va changer la relation avec tout ce qui nous entoure. Et ça commence par les émotions, le mental aussi, et les sensations. Et donc, l'émotion, elle peut, tant qu'elle n'est pas expérimentée pleinement, elle se réfugie en nous. Ça s'appelle un jeu émotionnel chez nous, c'est-à-dire qu'elle va revenir sans arrêt. C'est-à-dire le petit garçon, là, le jeune garçon de 14 ans, chaque fois qu'il va passer de un grand 8 ou un truc qui le fait peur, il regarde même pas, quoi. Il fuit. Et l'autre, chaque fois qu'il va passer, il y a une sensation de... Et c'est pas la peur elle-même, c'est vraiment la relation qu'on a avec la peur. Et la relation qu'on a avec nos émotions, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Donc moi, ce que j'invite aux gens, c'est à travers la communication, de changer nos relations avec nos émotions, avec nos sensations et avec nos pensées. En fait. Arrêtez de s'identifier à ça. Arrêtez de dire je suis cette émotion, je suis cette pensée, je suis cette sensation. En faire l'expérience et jouer avec la relation. Et en fait, quand on commence à jouer avec la relation de nos sensations, nos émotions et de nos pensées, ben on commence à voir que le monde, il n'est pas du tout ce que je croyais parce que j'arrête de m'identifier, donc j'arrête de projeter et je vais changer. Toutes mes relations vont changer. Et on part d'outils de communication très, très simples. Au lieu de réagir, la réaction, c'est une identification. Je réagis à l'émotion de l'autre. Il est triste, je le console, je le rassure, etc. Et au lieu de faire ça, je vais entrer et accompagner dans sa tristesse. Et du coup, là, j'ai plus la peur de son émotion, j'ai plus la peur de sa tristesse. J'en fais une amie. Et après, chaque fois qu'une émotion vient, moi, ben, si au lieu de réagir à l'émotion, c'est-à-dire de créer une autre émotion sur l'émotion, eh bien, je m'amuse à observer l'émotion, je vais m'apercevoir que derrière cette émotion, il y a un message. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est arriver à capter le message derrière l'émotion. D'abord vient l'émotion, et laisser faire l'émotion, la traverser pour voir quel est le message. Par exemple, un exemple qui est souvent courant, c'est j'ai peur d'arriver en retard, donc je stresse, etc. Donc le stress, si je le observe, je vais voir ce stress, il me dit, hey, lève-toi plus tôt si tu veux pas être en retard demain. Mais si je vis que le stress, eh ben je passe ma vie dans le stress et je transforme rien. Si je commence à écouter le stress qui me dit, t'es encore en retard et tu stresses, eh ben je vais peut-être me lever plus tôt le matin, me coucher peut-être plus tôt le soir. En fait, je vais tout changer. Ça va transformer complètement ma relation avec mon expérience de vie. Donc c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est écouter l'émotion, arriver à l'écouter, parce que déjà c'est pas facile d'arriver à l'écouter parce que c'est tellement fort parfois, et voir le message qu'il y a derrière, plutôt que la fuir en prenant des drogues ou en échappant, etc. Faire face, traverser. Et dans les séminaires, j'apprends aux gens à faire ça en groupe parce que quand on est plusieurs, c'est plus facile quand on est accompagné. Et j'apprends aux gens à accompagner les autres et à s'accompagner eux-mêmes. Et c'est ça l'idée, c'est de traverser l'émotion et voir l'intelligence qu'il y a derrière. Et on l'a tous, tous. On a différentes formes d'intelligence, mais on l'a tous. Tous, on a des émotions et tous, on reçoit des messages. Mais parfois, c'est tellement d'habitude de refuser ces émotions, d'en avoir peur. Ou parfois, il y a des émotions comme la honte et la culpabilité. J'ai vu des gens qui avaient honte d'avoir honte. C'est-à-dire qu'ils disaient pas qu'ils avaient honte parce que dire comme j'ai honte, c'est très masculin. Ça. Ils se sont aperçus que dans une voiture, il y avait que des hommes. Et ben, on suait beaucoup plus que dans une voiture où il y avait des hommes et des femmes parce que l'homme a peur de dire qu'il a peur. Il a honte de dire qu'il a peur. C'est-à-dire, il a honte de sa peur, l'homme, en tant que mâle, l'être homme masculin. Et donc, quand il y a 4 mecs dans une bagnole qui sont un peu bourrés, qui sortent de boîte de nuit et tout, même si le gars il conduit vite et que les 3 mecs à côté ils ont peur, ils le disent pas parce qu'ils ont honte de la peur. Ouais. Alors qu'une femme n'a pas cette honte de la peur. Elle va dire, tu conduis moins vite, moi j'ai peur.
Donc c'est marrant. Donc on se tue beaucoup moins souvent quand il y a des femmes dans une voiture avec alcool, sortie de boîte, etc., des conditions particulières que quand il y a que des hommes. Donc c'est marrant, la relation aussi avec nos émotions dépend de notre conditionnement au niveau de notre genre. C'est très intéressant, très très Ça me intéressant. fait C'est penser que du à... conditionnement, c'est que du conditionnement. Il n'y a rien de d'absolu là-dedans. Ouais, ça me fait penser en comparaison avec ce que tu dis par rapport aux hommes. Moi, de mon expérience, la colère chez les femmes, elle est mal vue. On passe vite Ouais, pour une hystérique ouais, quand on hausse la voix, quand on est en colère. Arrête de ouais. faire ton hystérique. Ouais, ou t'es laide quand tu te mets en colère. T'es pas belle. Oui, oui, J'ai ouais. beaucoup entendu ça, des femmes qui auraient réprimé leur colère parce qu'enfant, le père, il disait, t'es laide quand t'es en colère. Oui, nous, on a peur en tant qu'homme, je veux dire, masculin, une sorte de peur de la vulnérabilité, de pleurer. Quand j'étais petit, on disait, un homme, ça pleure pas. Je sais pas si on le dit encore aujourd'hui. Et Si, la femme, c'est ça se met en colère. Une femme, ça dit pas des gros mots. Ouais, il y a des conditionnements. si, moi, Donc, on je va le dis tout le réprimer temps. les émotions par rapport à notre éducation. Si je suis Mm. un homme, je vais réprimer ma vulnérabilité. Il faut pas que je sois vulnérable, que je pleure. Si je suis une femme, il faut pas que je me mette en colère, sinon je suis pas belle. Ouais. C'est notre Yes. relation avec les émotions est déclenchée par l'éducation qu'on a. Donc, selon les pays aussi. Donc, ouais, ça demande du courage et ça demande aussi de l'humilité. Parce que nous, en tant que bons Français, ça demanderait une remise en question. Et qui dit se remettre en question, dit arrêter enfin, on accepte de ne pas avoir raison si on se remet en Moi, question. je dis que ça demande la grâce. C'est-à-dire que, parce que je me suis toujours demandé pourquoi tout le monde ne fait pas ce travail, ça changerait la planète. Et ben, je pense que les gens qui font ce travail, ils reçoivent quelque chose. Il y a une sorte de quelque chose qui les touche, une sorte de Ok. grâce, et à moi, ils se disent, ouais, je veux changer ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et après, le courage, il vient, mais il y a quelque chose qui éveille les gens. Je ne sais pas ce que c'est assez mystérieux. Il y a un, je vais pas raconter mon, je suis en train d'écrire un livre et je parle de ça, il y a toutes les responsabilités de l'être humain, il y a tout ce qu'on fait, mais il y a une autre volonté que la nôtre. Et je sais pas comment on l'appelait, bon, il y en a qui l'appellent Dieu, peu importe comment on l'appelle, la force, l'univers, la source, mais il y a quelque chose qui a une volonté qui est plus grande et il y a des gens, tout d'un coup, qui se disent, ah, j'ai besoin de travailler sur moi, sur ça, et il y a des gens jamais. Donc, pourquoi il y a des gens qui, et c'est pas forcément un milieu d'éducation, etc., il y a quelque chose. Et, euh, et je crois qu'il y a quelque chose qui vient réveiller les gens, et une fois qu'ils sont réveillés, ils peuvent pas s'arrêter, quoi. Et même le Covid, moi, j'ai me choper un Covid, ça m'a vraiment réveillé sur plein de choses sur moi. Donc, même la maladie, elle vient dire des choses. Donc, toute la vie, si quelqu'un est à l'écoute, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'écoute. Si quelqu'un est à l'écoute, il va entendre qu'il y a quelque chose qui nous envoie des messages sans arrêt pour nous dire comment avancer, etc. Mais je sais pas ce que c'est. Il y en a qui l'appellent Dieu. Bon, c'est un principe, c'est un concept. Mais il y a quelque chose qui vient réveiller les gens des fois, mais pas tous. Ouais, ça me fait penser à quand on regarde la nature et qu'on voit les plantes, comment elles poussent d'une toute petite graine, d'un truc, et ce que ça donne. Et puis il y a une force de vie sur laquelle il y a rien, on peut Oui, rien y faire. Et moi, je le ressens comme ça, ce besoin oui, en fait de oui. travailler sur moi. Bah, je crois que c'est la souffrance, moi, qui a initié, mais en fait, je souffrais déjà avant. Je sais pas, c'est vrai que Oui. je sais pas ce qu'il y a. Je crois que c'est moi ce qui me vient là tout de suite, je crois que c'est le besoin de pouvoir communiquer avec les autres. Que tant que j'étais dans mon addiction, le fait d'être dans mon addiction, en fait, ça me mettait. Je m'enfermais, j'avais tellement honte de ce que je vivais. Déjà, je ne comprenais rien. J'avais beaucoup de honte. Donc, l'incompréhension et la honte, j'avais envie de me cacher. Euh, et donc, du coup, en fait, ça me coupait du monde. Et je crois, enfin, c'est ce qui me vient, ça me vient là tout de suite, c'est que cet élan-là, effectivement, on ne sait pas d'où il sort, et je suis comme toi, ça reste c'est assez intriguant. Mais je crois que moi, c'était le besoin de mettre les deux pieds dans la vie, quoi. J'avais besoin de pouvoir communiquer avec les gens. Et tant que je restais avec mon symptôme et en plus à ne pas en parler et à rester dans cette honte et cette souffrance, c'est comme si je sentais que là, vraiment, réellement, j'allais en crever. Parce qu'on est des êtres sociaux, donc on a besoin de pouvoir communiquer, on a besoin d'être ensemble. Et ça, c'est comme s'il y avait une intuition que si je continue là-dedans et que je fais pas de travail sur moi, je vais pas, voilà, je vais en crever. Je vais pas vivre ma vie d'humain, celle pour laquelle je suis venue. Je sais pas pourquoi je suis là, entre guillemets. Genre, j'ai pas de réponse précise. J'ai une réponse en fait qui je peux pas décrire. C'est un élan de vie, en fait. Je dirais que c'est un élan de vie. Ouais, en tout cas, la souffrance, elle prend du sens quand on fait quelque chose. C'est-à-dire, si tu souffres et tu dis, bon, je vais changer, je vais arrêter de souffrir. La souffrance, elle te permet d'arrêter de souffrir, enfin, de sortir, de changer quelque chose. Ouais. Après, ça,
Je veux dire, je pense qu'il y a plein de philosophes qui ont cherché des réponses au sens de la vie et le sens de la souffrance. Oui, pour quelqu'un qui a la foi ou qui croit en Dieu ou qui a une notion spirituelle, le sens de la souffrance est justement là pour nous réveiller, nous dire quelque chose. Pour quelqu'un qui n'a pas cette notion, la souffrance est une prison terrible. Donc, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est mieux de vivre en croyant que la souffrance est là pour nous faire avancer, ou est-ce que c'est mieux de vivre en disant je veux éviter la souffrance à tout prix parce que ça fait trop mal et je me drogue? Je sais pas en fait. Au résultat, ça dépend de notre conviction, notre foi, notre croyance. Ça dépend. Il y a des gens qui vont dire vite, allez à fond, défonce-toi, éclate-toi, n'arrête rien et puis tu verras. Bah, pourquoi pas? Pourquoi Mm. pas? Après, En fait, si l'idée, c'est quelqu'un d'être responsable, quoi. C'est d'assumer les conséquences de ses choix. ouais, même pas. Il y a des gens qui peuvent dire, je m'en fous d'être responsable, je peux faire n'importe quoi, on verra après. C'est une philosophie, c'est une façon de vivre. Oui, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est bien ou mal, je dis pas que c'est bien ou mal, mais tout est possible pour l'être humain. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut jouer avec tous les. Après, il y a forcément que si je prends de l'alcool tous les jours, il y a un prix à payer. Et encore que mon grand-père, il est mort, il avait 87 ans, je crois, et il a bu toute sa vie. Enfin, au moment il a arrêté parce qu'il a flippé, mais il était alcoolique. Et il n'est pas mort plus tard, il n'a pas plus souffert que d'autres gens qui sont pas alcooliques. C'est étonnant, c'est ce rapport avec nos croyances et notre foi ou notre façon de vivre qui détermine en fait complètement notre relation aussi avec le reste. Je dis pas que c'est bien de boire ou de fumer, d'échapper, hein. C'est pas mon, moi je serais plutôt pour me confronter. Mais c'est étonnant. Là. Moi, je viens de faire justement un Covid sévère où j'ai cru que j'allais mourir et cet endroit, il était génial. Je vais pas dire à tout le monde, va choper le Covid, tu vas voir, c'est génial. Mais pour moi, c'était génial. Je suis allé dans un endroit où j'étais jamais allé. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai vraiment vécu un truc qui était très, très fort. C'était pas du tout agréable. C'était une souffrance atroce, c'était sous oxygène, enfin, tout un truc. Et, mais aujourd'hui, c'est l'endroit où je suis visité. J'aime bien m'en rappeler parce que ça me donne, je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'essence même de notre existence que j'ai visité quelque chose une sorte de vide total où il y a rien qui n'a rien. Tout est construit par notre mental. Donc, le mental, il fonctionne plus. Il n'y a plus rien. Et ce rien me donne du sens aujourd'hui. Donc, c'est bizarre, mais c'est une expérience assez étrange. Et je sais pas, il y a un ami uruguayen qui a eu la même chose que moi. Il m'a appelé, lui, il était chaman avant, enfin, il était plutôt chamanique. Et il m'a dit, mais c'est incroyable ce que j'ai vécu là. Je lui ai dit, ah, t'as vécu quoi? Et il m'a raconté, il a vécu la même chose que moi. Alors je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce que tous les deux, on a été intéressés par la spiritualité qu'on a vécu ça comme ça. Et que quelqu'un qui aurait pas été dans la spiritualité, il aurait, je sais pas, il aurait paniqué, il aurait été obligé de prendre des anxiolytiques ou je sais pas, parce que c'était insupportable. Mais le fait d'avoir vécu cette spiritualité m'a fait me confronter sans anxiolytiques, sans, parce que c'était vraiment angoissant, il y avait vraiment quelque chose de très fort. Mais en me confrontant à ça, j'ai vu un truc, et lui aussi a vu quelque chose, mais carrément comme si le Covid c'était, pour moi, personnellement, le Covid m'a réveillé dans le sens de, l'essence des choses, qui est important pour moi. C'est complètement dingue. Arriver une souffrance pareille, tout le monde parle du Covid en ce moment, c'est tout le monde flippe, mais il y a peut-être une autre dimension pour certaines personnes. Ça dépend de notre conscience. Après, je comprends qu'il y a des gens qui se fassent vacciner, etc., parce qu'ils ont peur. Mais moi, je ne suis pas fait vacciner. C'est pas que je m'en fous de toute façon d'être pour ou contre, mais l'idée c'est, j'ai fait l'expérience et en faisant l'expérience, je me dis waouh, il y a un truc là derrière, il y a quelque chose. Et je pense que j'ai toujours admiré les gens qui sont handicapés ou qui ont des accidents graves et qui s'en sortent parce qu'ils ont passé à travers quelque chose qui souvent donne une force, quelque chose de grand. Et je souhaite à personne d'avoir un accident ou d'être handicapé. Et en même temps, ces gens-là, je me disais toujours, waouh, et en vivant ce truc de Covid où il n'y a plus d'oxygène, quoi, c'est une panique totale du corps, même le cerveau, il n'arrive même pas à répondre parce que je savais que j'allais mourir. C'était évident que j'allais mourir dans les jours qui suivaient. Je me disais, bon, je vais laisser ma peau là. Eh bien, de me confronter à ça m'a amené à vivre beaucoup plus lentement, à être plus conscient, à aller me balader dans la nature, je sais pas, vélo, faire du vélo, sortir de, de quelque chose où j'étais jamais sorti en fait. Donc, Ouais, il y a un mot pour ça, on appelle ça enfin, c'est la résilience qui. oui, mais merci, c'est une grâce, c'est ce que je dis. Si j'avais pas chopé ça, je serais toujours en train de courir comme un malade là. Aujourd'hui, je serais pas là, je serais je sais pas où. Donc, qu'est-ce que ça dépend la relation qu'on a avec les choses. C'est la relation. En Inde, moi, j'ai beaucoup étudié la relation. La bhakti. Bhakti, c'est la voie de la dévotion, de l'amour, mais c'est une voie en relation. On cherche vrasa, ça s'appelle. La relation. Ce qui est important dans cette vie, c'est la relation, en fait.
la relation avec les autres, avec la nature, avec mon mental, avec mes pensées, donc avec mes émotions, mes sensations. Et tout ça est déterminant dans l'environnement. Parce que si on regarde la relation de l'être humain avec la nature, c'est catastrophique. En général, le groupe, l'agrégat être humain. On est en train de détruire une planète, notre île, notre refuge. Et ça prouve qu'en fait, on a une mauvaise relation avec ce qui nous entoure. On voit les Amérindiens, les anciennes cultures qui vivaient dans la nature, respectaient beaucoup plus la nature. Ils avaient une connexion, une relation d'amour avec la nature, de respect, de gratitude, et on a perdu ce truc-là, donc on est déconnecté de ça et du coup on respecte plus la nature. On a changé notre relation avec la nature. Donc moi dans la communication transformative, ce que je fais, c'est j'amène les gens à prendre conscience de la relation qu'ils ont avec leurs pensées, donc avec eux-mêmes, parce que le mental c'est nous-mêmes, avec leurs sensations, et en changeant cette relation, on arrive à changer l'environnement, la relation avec l'environnement. En fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a besoin, que l'être humain a besoin en ce moment, et qui peut donner une alternative. Il n'y a pas que ça, il y a plein de mais qui peut donner une alternative dans l'éducation en changeant de relation avec les autres, avec nous-mêmes, avec la nature, avec l'environnement, C'est avec ça, les choses moi, qui sont plus grandes que, que nous. c'est ça, moi, que j'aime dans ton approche, en fait. Et c'est vraiment pour ça aussi que je voulais vraiment faire cette interview, parce que il n'y a pas de dogme. Tes stages, c'est pas venez, je vais vous donner la solution, je vais vous dire comment il faut faire, je vais vous. Non, c'est pas du tout ça. C'est la rencontre. En fait, moi, le principal enseignement, c'est effectivement, c'est ce que tu viens de dire, c'est la rencontre. En fait, j'aime bien, tu as dit une phrase hier, tu as dit communiquer, c'est mettre en commun ce qui est unique. Et Pas de moi, ça. c'est pas de toi, mais tu l'as dit, en En tout fait, cas tout ce hier que je dans dis, il le n'y a Zoom. rien de moi. J'ai tout appris, même par les Français, il n'y a rien de moi. Mais C'est ce que moi, j'ai trouvé ça vraiment génial, en fait. En fait, chaque situation est unique elle est unique parce que chaque humain est unique et parce que la rencontre, elle est unique et parce qu'en plus, à un instant ou à un autre instant, ça se passera pas pareil, les solutions seront pas les mêmes s'il y a une problématique. En fait, on ne peut pas calquer, bien sûr qu'il y a quand même des évidences, on va dire, il ne faut pas être extrême, mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, avec les trucs tout faits où on te dit bah, fais ci, fais ça, et tu vas voir, ça va aller. Moi, je suis vraiment dans une approche autre et dans ce que je fais moi en kinésio ou dans la rencontre à l'autre, j'essaye vraiment. Je dis bien j'essaye, je donne mon max parce que c'est pas évident, parce que moi aussi je suis une belle Française qui aime bien avoir raison. Et voilà, mais c'est vraiment amener les gens à comprendre qu'ils ont toutes les ressources en eux et que c'est effectivement dans cette rencontre avec eux-mêmes et accepter de se mouiller, je vais dire, dans la vie et avec l'autre, enfin, vraiment d'y aller, d'oser y aller, mais pas n'importe comment, qui a la clé en fait. Et j'aime quand tu dis finalement, il ne s'agit pas de dire aux gens arrêtez de boire ou arrêtez de fumer, enfin, c'est beaucoup plus vaste que ça, quoi. C'est ouais, c'est ça. C'est quelle relation j'ai avec la substance, quelle relation j'ai avec qu'est-ce qui m'amène à le faire, qu'est-ce que j'évite. Et il ne s'agit pas de dire je vais arrêter, mais plutôt peut-être d'aller regarder qu'est-ce que j'évite. C'est ça en fait. Moi, je crois que c'est comme ça que j'ai réussi à guérir de mon symptôme, d'arrêter de vouloir absolument le contrôler. D'autant qu'en plus, contrôler ça, c'est se taper la tête contre les murs. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à me dire, je vais aller regarder la relation que j'ai avec moi, la relation que j'ai avec les autres. Et là, ça a commencé à bouger. Et le yoga aussi. Ça, le yoga, c'est enfin, voilà, la relation au corps aussi, au souffle et au corps. Vraiment, Yoga, ça vient du mot yug en sanskrit qui veut dire se relier. ouais. Donc c'est bien la relation. Ouais. Et c'est vraiment ça, mais je m'y attendais pas du tout en fait, hein. Je m'attendais pas, parce que j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de trucs, lu beaucoup de bouquins, etc. Et c'est vraiment quand j'ai commencé le yoga que j'ai commencé à voir que je pouvais avoir un petit peu de pouvoir, entre guillemets, sur mon symptôme, que je pouvais commencer à avoir des changements. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, comme quoi, c'est une fois de plus, c'est pas avec des idées toutes faites et en pensant qu'on a déjà tout à l'intérieur et puis que c'est nous qui allons trouver. Non, ça s'offre à nous des fois. Ça s'offre à nous des fois. Et c'est chouette. Ouais. Ce que tu dis aussi de cette phrase,
Euh, En fait, il n'y a rien de moi là-dedans. Dans tout ce que je dis, si tu regardes bien, j'ai tout appris, même le français. Quand je suis né en France, et j'étais né en Chine. Et quelque part, quand on dit tout est en nous, mais n'empêche que juste parler, ça vient de l'extérieur. Donc, il y a plein de choses qui sont en nous, c'est certes. Il y a une énergie, il y a une connaissance en nous, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a reçues. Et quand j'enseigne, parce que tu dis, ne guide pas les gens. Moi, les gens qui m'ont inspiré, c'est par exemple Carl Rogers. Donc, Carl Rogers, c'est le fondateur un peu de la recherche sur l'empathie. C'est un psychiatre qui a beaucoup recherché comment communiquer justement et comment aider, comment être avec l'autre. Et donc au départ, ça s'adressait à des thérapeutes, à des psychiatres. Aujourd'hui, moi, ce que j'enseigne, ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent des relations profondes et authentiques. Et c'est basé sur cette empathie, en fait, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de ressentir ce que ressent l'autre. Pas pour se morfondre dans l'émotion, mais justement pour la traverser et en sortir. Et donc, il y a Carl Rogers. Donc, la plupart de ce que j'enseigne, ça vient de lui au niveau de la communication. Ou Egan, Gérard Egan, qui était un de ses élèves, un de ses disciples. Après, tout ce qui est dans la transformation que j'enseigne vient d'un mouvement qui s'appelait Human Potential, en anglais, le potentiel humain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont amusés dans les années 50 à chercher qu'est-ce qui nous limitait, en fait. Pourquoi il y a des gens qui réussissent et des gens qui réussissent pas? Et en fait, ils ont découvert qu'il y avait plein de choses. Donc, ce que je travaille, moi, c'est justement amener les gens qui veulent être mieux dans leur vie, pas forcément des gens qui vont pas bien, mais des gens qui vont bien et qui veulent être mieux, de voir qu'est-ce qui les limite, qu'est-ce qui les empêche de réussir ou de sortir de leur conditionnement. Et c'est super intéressant parce que, comme tu dis, il n'y en a pas un qui est pareil. Donc, moi, je peux pas prétendre que je sais, puisque chaque fois que je rencontre quelqu'un, il est différent. Donc, même on a vu, le virus encore du Covid est intéressant, il mute tout le temps. Ben, l'humain aussi, on fait pas deux êtres humains les mêmes, on est toujours en mutation, en évolution, ça n'arrête pas. Donc, quand moi je rencontre quelqu'un, c'est plutôt une recherche de, tiens, qu'est-ce que je vais rencontrer de nouveau là-dedans que je connais pas? Parce que si chaque fois je projette ce que je connais sur quelqu'un, je vais m'ennuyer. Et puis en Inde, on dit Atmavat Manyate Jagat en sanskrit, ça veut dire Atmavat Manyate Jagat. L'âme perçoit dans le mental, perçoit dans l'univers ce qui est dans son mental. L'âme perçoit dans l'univers ce qui est dans son mental. Autrement dit, ce que je vois en dehors, c'est quelque chose qui est déjà en moi. Donc il y a beaucoup de projections. Donc ça veut dire que si je commence à avoir plein de connaissances et projeter ma connaissance sans arrêt, au bout d'un moment, les gens, je vais même plus les appeler par leur nom ou leur prénom. C'est un peu comme il y a des psychiatres, quand ils voient leur client arriver, ils disent, ah tiens, ça c'est mon bipolaire, ah tiens, ça c'est mon schizophrène. C'est que la personne n'existe même plus. Le symptôme donne l'identité à la personne, c'est horrible. Mais on Comme fait le tous job, plus ou moins ça. On comme le projette sur job, les hein. gens ce qu'on connaît déjà et on les met dans des boîtes dans notre cerveau. Ouais. Donc la communication transformative, c'est l'inverse. C'est je mets rien dans mon cerveau et je vais découvrir qui est là, qu'est-ce qu'il y a de spécifique et parce qu'il est différent de moi, il va m'apprendre quelque chose. J'ai quelque chose à apprendre avec cette personne. Après, je peux apprendre, je sais pas, moi, si je rencontre quelqu'un qui est alcoolique ou, ben, en l'écoutant, je vais m'apercevoir, tiens, moi, j'en suis pas là, j'ai pas cette dépendance-là, j'en ai peut-être d'autres, mais j'ai pas celle-là. Donc, même si je suis complètement différent de l'autre, ça va me montrer que, tiens, je suis pas là. Et puis, si on se ressent, dire, ah, tiens, moi, je suis là. Donc, chaque personne vient me montrer un peu un miroir d'où je suis, où je suis pas. Si je l'écoute. Par contre, si je commence à projeter sur l'alcoolique, tu devrais pas faire ça, tu vas en faire, c'est foutu, j'ai même plus la rencontre, quoi. Donc oui, ou conseiller même, hein, lui dire, écoute, je connais des trucs pour arrêter. Tant que lui demande pas. Et c'est ça qui est génial dans la communication transformative, c'est que ce qui nous intéresse, l'intention derrière la communication n'est pas de sauver, d'aider, d'enseigner, de prêcher, de conseiller, mais juste d'être avec, rencontrer l'autre, être avec. En rencontrant l'autre, je rencontre une personne, je me rencontre moi-même, en fait. Je sors de ma zone de confort. En Afrique, ils disent Kudultuki Duramfu de Kenere. Sénégal, Kudultuki Duramfu de Kenere. Et la traduction, c'est celui qui ne voyage pas ne connaît pas la vie. Autrement dit, voyager, ça veut dire sortir de sa zone de confort, sortir d'un endroit où je connais déjà. Et l'autre, il est génial pour ça, parce il peut me permettre de sortir de ce que je connais, puisque c'est un autre. C'est un autre. Donc, je vais découvrir quelque chose. Donc, c'est sortir de ma zone de confort quand je vais dans l'intimité, rencontrer quelqu'un, dans l'émotionnel, etc. Et, euh, et quand je le rencontre, je me rencontre. La vie. Je me Quelle, rencontre. quelle différence tu fais, ça c'est une question que les gens qui nous écoutent doivent peut-être avoir. La différence entre la communication non violente et la communication transformative que tu enseignes. Ça, c'est la question qui est venue au moins 10 000 fois dans les stages. Bah, j'imagine, Eh ben, ouais. c'est simple, écoute bien, écoute bien. Je réponds simplement. Communication non violente, ça veut dire communication non violente. Communication transformative, ça veut dire communication transformative. Tu vois, c'est pas le même mot, transformative et non violente. Donc, dans non-violence, il y a une recherche de ne pas être violent. Il y a d'autres choses dans la communication non violente. J'ai fait un peu de formation.
Ça évolue. À la fin de sa vie, Marshall Rosenberg, le fondateur, a demandé qu'on arrête d'appeler ça communication non violente, qu'on l'appelle communication consciente. Et là, communication consciente et communication transformative, on peut se rejoindre parce que pour qu'il y ait transformation, il y a conscience. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est la transformation, c'est la connexion avec cette relation avec soi-même. Dans la communication non violente, l'idée de départ, c'est la non-violence. Arrêter de projeter sur l'autre des choses qu'on a nous-mêmes mal vécues ou avec quoi on n'a pas réglé certaines choses. On doit arrêter cette violence. Donc la communication, c'est marrant parce que j'ai vu des gens pratiquer la communication non violente, mais de façon experte, et toujours ça amène à une sorte de thérapie derrière, une transformation. Mais ils n'utilisent pas que la communication non violente, ils ont d'autres outils. Et je trouve ça génial. Et puis j'ai vu des gens dans la communication non violente qui ont que la communication non violente, et c'est très violent en fait. Ils expriment leurs besoins comme si l'autre était c'est tout à l'envers. C'est comme chez les moines, j'ai vu tellement de choses contradictoires. Et la communication transformative, c'est pareil, j'ai vu des gens sortir de mes stages, être fanatiques dans un truc, et en fait les gens en face, j'en ai marre, tu me parles de transformation. Donc ça peut être violent aussi. Mais je pense que quelqu'un qui est dans la communication transformative, normalement, c'est pas violent non plus. Enfin, c'est non violent aussi. Je vais pas l'appeler non-violence. C'est non violent, mais par contre, c'est intense. C'est difficile à définir parce que la violence, finalement, c'est un ressenti aussi. Je veux dire, si une maman, elle voit que son gamin, il va traverser la route, elle lui attrape le bras, elle le tire pour lui sauver la vie. En le tirant, elle lui démonte l'épaule. C'est hyper violent. Elle lui a sauvé la vie. Donc, et on peut confondre aussi violence et intensité. La vie, c'est intense. Et quand on vit vraiment la vie et qu'on prend des risques et qu'on se bouge, c'est intense. Mais ça peut être ressenti violemment parce que ça, comment dire, ça crée des choses, quoi, ça remue. Mais c'est pas parce que ça remue que c'est violent. Et il peut y avoir des confusions aussi. C'est très intéressant. Des fois, je fais des stages et puis même des ateliers, puis il y a quelqu'un avec qui je vais écouter, puis je vais reformuler, ou je vais entrer, confronter, faire médiateté. Et parfois, il y a des gens qui observent et qui me disent, mais c'est hyper violent ce que tu as fait avec cette personne. Et je demande à la personne, qu'est-ce que tu as perçu? Et la personne dit, c'était génial, tu m'as fait faire un voyage, mais c'est génial ce que j'ai découvert sur moi. Tu as perçu de la violence? Ah, mais pas du tout. Donc, c'est très subjectif tout ça. Il y a quelqu'un qui observe qui trouve violent, il l'a pas vécu, et quelqu'un qui vit l'expérience qui trouve que c'est pas violent. Et ça m'a toujours questionné sur ce jugement de « t'es violent, c'est violent ». Bien sûr, il y a des choses, on pourrait dire, plus c'est violent. Pas quelqu'un qui abuse un enfant, c'est violent. Quelqu'un qui maltraite quelqu'un, c'est violent, qui lui fait du mal, qui le fait souffrir, etc. Mais c'est devenu tellement à la mode, ce violent, que des fois, juste tu confrontes quelqu'un avec est-ce que c'est violent? Le gars, il a volé un truc, tu le confonds, tu dis écoute, tu viens de voler, je viens de te voir. Ah mais c'est hyper violent. Parce que le gars, il a une violence, même s'il a volé. Une fois, j'ai regardé une vidéo où c'est des gens, ils font semblant de tourner un portefeuille sur YouTube, et puis il y a une caméra cachée, ils regardent les mecs, il y a des gens, ils le mettent dans la poche, ils se cachent, il y a des gens, ils ramènent le portefeuille. Mais quand ils le mettent dans la poche, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent, ils vont voir le gars, ils disent, tu vois, il y a une caméra, on a filmé ce que tu as fait. Mais c'est hyper violent pour la personne qui l'a mis dans sa poche. Mais est-ce que c'est bien ou mal? Donc, violence, c'est pas, c'est très galvaudé tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement relatif ce mot. C'est pour ça que les communications non violentes, pour moi, c'est très difficile à savoir ce que ça veut dire, sauf quand je vois des gens le pratiquer bien. Là, je vois ce que ça veut dire, mais c'est toujours thérapeutique. Il y a toujours une recherche de transformation derrière. Donc, une bonne communication non violente est transformative. Oui, Marshall Rosenberg, je sais qu'il avait fait pas mal de travail dans les prisons et il allait à la rencontre des prisonniers. Et c'était vraiment, le but, c'était la rencontre plus que d'essayer de convertir. C'est vrai que le mot non violent. Puis c'est surtout, moi, j'ai regardé un petit peu 2-3 trucs sur la communication non violente et fondamentalement, Marshall Rosenberg, voilà, j'ai vraiment accroché avec ce qu'il a Oui, dit. Marshall Rosenberg a été formé par Carl Rogers. Moi, j'ai étudié avec une voix de Gérard Egan. Il a été formé par Carl Rogers. Donc, c'est comme un arbre, tu vois, c'est comme un arbre. Il y a une branche qui s'appelle communication non violente, il y a une branche qui s'appelle communication transformative. On vient pas de la. Nous, on n'a pas suivi la communication non violente, mais on vient du même tronc de cette empathie. Et on a utilisé d'autres choses comme le human potentiel, mais on peut pas critiquer l'arbre parce qu'il y a deux branches qui sont différentes. Cette branche, quelque part, il donne les mêmes fruits, ultimement. Je pense qu'il donne les mêmes fruits. Mais la méthode n'est pas la même. Et moi, je préfère le mot transformatif parce que aussi, en opposition au mot translatif, c'est-à-dire que dans un, les gens, ils communiquent.
Juste, passe-moi du pain, bonjour, ça va. Et c'est un peu translatif, c'est un peu une manière d'échanger dans le monde, de les êtres humains entre nous. On voit tous ces moyens qu'on a développés, téléphone, Internet. Mais c'est très translatif, en fait. Même si on a des super moyens de communiquer aujourd'hui, on n'a pas développé notre communication avec plus de conscience. Il y a des gens, qui regardent sur Facebook, ils se racontent quand ils sont allés aux toilettes, quoi. C'est absurde. C'est qu'une communication qui est translative, c'est au même niveau. On va pas changer quoi que ce soit. Le monde continue avec tous ces moyens de communication. Le monde est le même, sauf qu'on a beaucoup plus de communication, mais ça fait encore plus de brouhaha, de parasites. La communication transactive, c'est un peu comme on va communiquer, mais pas pour rien, pour être ensemble, pour générer du lien, générer de la connexion, etc., mais humaine, profonde. Et du coup, c'est à la fois transformatif, mais c'est aussi translatif parce qu'on échange avec une conscience de transformation, avec une conscience d'être ensemble. Donc c'est pas vraiment l'outil qui change tout ça, parce qu'on a des téléphones portables, on a Internet, c'est la conscience. Donc, dans la transformation, il y a une conscience qui est de transformer, changer des choses. Enfin, transformer, je préfère que changer la forme. Parce qu'il n'y a rien qui change, c'est les formes qui changent. Le reste, ça change pas. On a toujours les mêmes atomes sur la planète depuis des milliards d'années. Il n'y a rien, je ne sais plus qui c'est qui disait, rien n'apparaît, rien disparaît, tout se transforme. Donc, c'est la transformation pour moi qui est intéressante. Tout se transforme, l'esprit, le mental, tout ça, c'est la pâte à modeler, quoi. Et qu'est-ce qu'on veut en faire, quelle forme on veut donner à tout ça. Ça m'intéresse. Après, communication non violente, c'est une recherche d'avoir des communications saines avec les autres, en les respectant, avec non-violence, en prenant responsabilité de nos émotions. Tout ça, c'est très proche, tout ça, c'est très proche. Quelqu'un qui prend responsabilité, ben, il se transforme. Moi, ce que j'avais Bon, trouvé compliqué, c'est que derrière le mot non-violence, alors ça, c'est mon expérience avec la communication non-violente, hein, c'est pas forcément ce qui est généré, mais moi, je sais qu'il y avait un côté, j'avais du coup essayé de pratiquer, enfin, j'avais pratiqué, et en fait, je m'étais aperçue que j'essayais vraiment d'être non-violente. Mais paradoxalement, paradoxalement, comme forcément j'avais beaucoup de violence en moi, je culpabilisais parce que je la voyais. Du coup, en fait, c'était encore pire, en fait. Derrière, c'était contre-productif parce que je refusais du coup il y a un côté de moi qui existait et que je pouvais transformer, dont je pouvais faire quelque chose, mais j'essayais justement de l'empêcher d'être. ouais, Et je pense en fait réellement que ça s'applique à d'autres choses. Quand on empêche quelque chose d'être, eh ben, quand on empêche la rencontre, hein, finalement, la relation, quand on ouais, empêche quelque chose d'être, et ben il y a d'autres du coup émotions qui viennent dessus, à savoir, moi, c'est la culpabilité. Et en fait, c'était jonché de ça, toujours la culpabilité d'essayer d'être quelqu'un, parce que je pense que sans doute ça va m'aider à, je sais pas, trouver l'amour, la reconnaissance, la sécurité. Et du coup, je refuse des aspects de moi plutôt que d'aller les rencontrer. Et c'est ce que j'aime dans tes stages, c'est qu'on va à la rencontre de ça. On va à la rencontre de ça dans un cadre qui est sécurisé. On va à la rencontre de ça. Et ça, plutôt que de réprimer ou de s'interdire on va à la rencontre. Moi, mais, j'ai trouvé ça magique parce que, en plus, derrière le séminaire avancé, il s'est passé plein de choses. Le fait d'être allé rencontrer des aspects de moi, d'avoir renoué avec des aspects de moi, entre guillemets, positifs, j'aime pas positif, négatif, mais des choses qui tirent plutôt vers le haut que vers le bas. Je suis allée vraiment à la rencontre ce que j'ai expérimenté dans le stage, ça s'est du coup réexpérimenté dans ma vraie vie. Mais voilà, c'est comme si quelque chose s'était ouvert en fait. Et qu'avant, j'essayais d'être, voilà, c'était une contrainte. J'essayais d'être ça. Bah, déjà, la spontanéité, elle n'est pas là. Et puis il y a qu'une toute petite partie de moi qui est offerte au monde, quoi. C'est dommage. Que là, c'est ouais, beaucoup plus vivant. ouais, mais c'est intéressant parce que la communication, pour moi, c'est le haut de l'iceberg. Donc, on peut avoir plein d'outils de communication, mais c'est le haut de l'iceberg. Si Mm. je change le haut de l'iceberg, bah, l'iceberg, il tourne, quoi. S'il fond, il y a tout une tas de lois. Donc, si j'utilise des outils de communication, mais que je change pas à l'intérieur, je ne me transforme pas à l'intérieur, eh ben, ça va pas fonctionner. Je vais réprimer encore plus d'émotions, etc. C'est comme si je mettais un autre masque. C'est comme la spiritualité. Je peux mettre un masque du spirit. Il y a plein de masques sur des masques sur des masques. Donc, je pense pas que le but de la communication non violente, ce soit de mettre des masques. Mm. Mais il y a beaucoup de gens qui ont compris de la communication non violente que ce sont des outils. Mais c'est pas que des outils, Oui, oui, normalement. C'est la oui. Ouais, transformation. Donc, c'est là où on se rejoint avec la communication transformative. ouais. Maintenant, nous, on met tellement l'emphase sur la transformation que les gens, ils vont moins avoir tendance à utiliser les outils de la communication transformative comme un masque. Parce qu'on les prévient. On dit, on s'en fout.
moi, je leur dis tout le temps, on s'en fout des outils. On s'en fout, on s'en fout des outils. Ce qui est intéressant, c'est l'être. Hein. Comme je dis, je donne des outils pour être attentionné, pour écouter, mais on s'en fout des outils. Si tu peux être attentionné en ramassant des carottes, sois attentionné en ramassant des carottes. C'est comme le yoga. Si quelqu'un il pratique des asanas, des positions, yama, niyama, les règles du yoga, asana, pranayama, tout, stanga yoga. Si quelqu'un il pratique la position parfaitement, sans bouger, le mental fixe et qu'il médite et qu'il atteint le samadhi, l'éveil, super. Mais si le gars, après qu'il a atteint l'éveil, quand il ramasse ses carottes, il est toujours en état d'éveil, il n'a pas besoin de s'asseoir en asana, eh bien super, j'ai l'outil, puisque tu as atteint cet état d'éveil. Donc, dans la communication, dans les outils de communication, c'est ça le danger, dans tout ce qui est changement d'ailleurs. Si je prends des outils, mais qu'à l'intérieur, j'ai pas fait le travail, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Les outils, ça va être pire. C'est comme un moine qui a des désirs sexuels. Vaut mieux qu'il enlève la soutane, parce que ça va être pire que d'être un non-moine et d'avoir des désirs sexuels, parce qu'il va rajouter la culpabilité, et ça va être pire. Il va dévier, ça va être il n'y a plus d'intégrité. Donc, dans la communication transformative, on a des principes et des outils. Et il y a des principes d'intégrité, de responsabilité, etc. Et chacun à son degré aussi. Je ne vais pas dire à quelqu'un, tu dois être intègre, il faut que tu sois intègre. Qui est intègre à 100%? Je ne crois pas. Il y a très peu de gens qui sont intègres à 100%. La plupart d'entre nous, on n'est pas complètement intègre. Donc, on va là où on est et on fait face à ça. Et si je mets des outils pour cacher, j'ai utilisé une communication non violente, une communication transformative, la reformulation, super bien, ouais, et tout le temps, et que ça me permet de cacher mes propres émotions, ben, j'ai tout perdu là. J'ai tout perdu. Il valait mieux que je reste comme avant à faire exploser mes émotions à la limite. Parce qu'il n'y a rien qu'à changer, sauf que je réprime. Donc l'idée de nous, c'est de travailler sur d'abord la transformation en utilisant des outils de communication. L'axe n'est pas dans la communication. La communication, c'est simplement le haut de l'iceberg, c'est ce que je vois. Mais ce que je vois pas, c'est 10 fois plus grand, quoi. Donc nous, on va utiliser ce qu'on voit pour aller voir ce qu'on voit pas. Mais on va travailler sur ce qu'on voit pas avec ce qu'on voit, en fait. C'est un peu un piège que je fais aux gens. Dès que je leur dis, mettez-vous face à face, on va faire un truc. Eh ben, 3 minutes, le premier exercice. 3 minutes, les gens, waouh, j'avais jamais vu ça de moi. C'est hyper simple. Un truc mais c'est pas l'outil qui est important, c'est que la personne prenne conscience de sa relation, en fait, avec elle-même, hein, avec son mental, etc. Justement, c'est la relation avec le mental, les émotions, les sensations. Au bout d'un moment, on va carrément dans l'observation de tout ça et on va voir que notre communication est complètement liée à ça. Et que c'est des schémas qui nous empêchent de voir ça. Donc, si je peux devenir conscient dans ma communication, je me transforme. C'est ça l'idée. Donc, c'est pas des outils de communication que j'enseigne. Même s'il y a des outils, l'accent n'est pas mis sur faire, il est sur être. Après, une transformation, ça peut aller très vite ou ça peut prendre des vies, quoi. Pour moi, ça a été rapide. Quand j'ai commencé la communication, j'ai dit, mais en fait, je sais pas communiquer. J'avais fait le tour du monde. Tu me posais en Chine, au Pérou. Je parlais même pas la langue. Tu me posais n'importe où. Et la plupart d'entre nous, on est comme ça. On nous pose n'importe où. Le soir, on a à manger, à dormir. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut communiquer. Mais c'est une communication translative. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réelle. C'est du besoin basique, quoi. C'est, faut que je mange, il faut que je dorme, je vais utiliser mes schémas, mon charisme, mon charme, ma séduction, je sais pas, pour avoir le truc, tu vois, ou je vais utiliser, oh pauvre moi, ayez pitié. J'ai trouvé un truc pour que les gens s'occupent de moi et me trouvent à manger, etc., dans un pays où je parle pas la langue, sans parler un mot de la langue. Donc, ça, c'est des techniques de survie, j'appelle ça. On l'a tous, on sait faire communiquer. Et moi, j'étais là-dedans. Je pensais que je savais communiquer parce que je savais survivre. Mais dès que j'ai compris que survivre et vivre, c'était pas la même chose, je me suis dit, j'ai aucun outil pour vivre. J'ai plein d'outils pour survivre, mais j'ai rien pour vivre. C'est comme le mec qui part dans la forêt, il a son canif, son opinel là, et puis avec son couteau, il va construire une cabane et tout. C'est de la survie, et c'est bon de faire ça. Mais si après, quand il arrive avec des autres, il est toujours avec son couteau, comme un sauvage, en train de se cacher dans sa cabane, voilà, il y a un problème, quoi. Donc, vivre, c'est autre chose que survivre. Et ça, survivre, la plupart des êtres humains, on sait faire. Ça fait des milliers d'années, des millions d'années qu'on survit. Mais on se croise dans la rue, on se regarde pas dans les yeux, tu vois, parce que dans la survie, tu regardes pas l'autre dans les yeux. Premier exercice que je demande, moi, c'est de regarder quelqu'un dans les yeux. C'est très simple. Mais dans la ville, maintenant, ils font des groupes où ils se regardent dans les yeux, dans les villes, les gens se mettent à pleurer et tout. Parce que juste dans le métro à Paris, tu regardes quelqu'un dans les yeux, il y a un truc, qu'est-ce que tu veux, là, tu veux ma photo? C'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'on a appris cette survie, cette truc animal, mais sortir de ça et commencer à être ensemble et à vivre ensemble, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. Maintenant, il y a de plus en plus de collectifs qui veulent travailler sur ça. Vivre ensemble, comment vivre ensemble, le nous, etc. Mais c'est récent, hein, c'est très récent. Avant, c'était vécu, il y avait des familles, des choses comme ça, les gens le vivaient sans même la conscience, c'était culturel. Maintenant, les gens, ils l'ont perdu et veulent le retrouver, et pour le retrouver, il faut de la conscience. C'est intéressant. C'est un peu comme les religions, avant, il y avait plein de dogmes, de trucs. Maintenant, les gens, ils veulent de la spiritualité, ils veulent plus l'appeler religion, mais ils veulent la conscience dedans, pas juste des dogmes, on va à la messe, on prie, et tout. Comprendre quel est le sens profond de ça. C'est bien. J'apprécie, moi.
Donc, la communication, c'est c'est un outil pour prendre conscience. Et c'est ça qu'on fait, prendre conscience, prendre En fait, conscience. vivre, c'est engageant, quoi. Vivre, c'est engagé. Moi, Ben, ça dépend. Ça dépend pour qui. enfin, Il y a moi, des c'est gens, une ils des sont pas choses que du tout j'ai engagés. retenues des stages que j'ai faits. Ah C'est, ouais, tu veux dire vivre à l'opposé de survivre. oui, c'est Oui, ça. Vivre à l'opposé de survivre, c'est oui, engageant. C'est-à-dire oui, que ça demande de l'engagement. oui. Et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, quelque part, quoi. Enfin, Certains d'entre nous. ouais, ouais. Oui, c'est engageant. Vivre, c'est. Mm. Et puis euh, vivre, ça demande une certaine conscience aussi. Il ne faut pas être dans la survie. Donc la conscience, c'est la première étape. Une fois que j'ai pris conscience, eh ben, j'agis en fonction de cette conscience. Quand j'agis en fonction de ma conscience, j'honore ma conscience en agissant. Ça s'appelle la réalisation de soi. Je me réalise. Mais s'il n'y a pas l'action, juste la conscience, qu'est-ce que ça change? Je suis conscient qu'il y a des gens qui meurent de faim. Par contre, si je suis conscient qu'il y a des gens qui meurent de faim, je fais une démarche pour limiter la casse, pour limiter les gens qui meurent de faim. Là, oui, il y a une réalisation. Donc, la réalisation de la vie, elle se fait à travers la conscience, mais à l'action, les deux. Et c'est ça qu'on fait dans le séminaire. On commence par la conscience et à la fin, on finit par des actions. Et tu l'as vu, c'est la fête. Mm. C'est la fête parce que quand on prend conscience et qu'on vit cette Ouais, c'est la fête. conscience, c'est la fête. Tout le monde C'est est la c'est fête la fête. avec, ouais, c'est la fête. En fait, on se rend compte Oui, du potentiel oui, sans avoir. On pense toujours en fait qu'on a besoin de ça, 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 ça et ça pour pouvoir avoir ça et réaliser ça et faire ça et vivre ça. Et en fait, en réalité, dans ton stage, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, avec tout ce qui est là, on peut faire un truc. Waouh! oui. Et Et ça, mais quelle leçon! Quelle leçon! il y a énormément de Magnifique, ressources dans l'être humain. Énormément de magnifique, ressources. Et quand il y a un groupe, il y a infini. magnifique. Tu peux demander à un groupe de faire n'importe quoi, pas n'importe quelque chose qui a du sens, il peut le résoudre. Il y a des gens qui, imagine, le mec, l'humain, il va sur d'autres planètes, quoi. C'est complètement dingue, le truc. Il prend les ressources de la Terre pour aller sur d'autres planètes. C'est quand même, Ouais, c'est pas, c'est un truc. ouais, Même c'est. ce truc, cette machine, ce téléphone portable. Quand j'étais gamin, je me disais, oh, peut-être qu'un jour, on pourra se téléphoner, se voir. J'avais 12 ans, 13 ans. Aujourd'hui, c'est un truc que tout le monde a, on fait même pas attention, mais c'est mystique, ce truc. Pour moi, c'est mystique. Et des fois, j'en répare des téléphones, donc je connais un peu l'électronique, les ordinateurs. Mais je sais pas ce que je fais, je change un condensateur. Mais il y a quelque chose d'assez dingue dans l'humain, quand même, qu'il arrive à faire des trucs pareils. C'est dingue. Si Mm. la même énergie était faite à communiquer, à être ensemble, à créer du nous, je pense que ce, ce serait un truc assez dingue. Donc, c'est possible puisqu'on fait des trucs comme ça. Par contre, la conscience, elle n'est pas encore là Et c'est pour, bien de pouvoir le vivre. Ouais. Justement, parlant des stages, est-ce que tu peux nous décrire les trois types de stages? Parce que est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus concrètement de comment se passent les stages. voilà, quel stage tu proposes et quelle durée, voilà, Alors, que les gens puissent savoir un peu. aujourd'hui, je suis en train de changer le nom, d'appeler ça formation, parce que finalement, c'est de la formation. C'est de l'information et de la formation. L'information, c'est la formation qui rentre, donc c'est de l'information. Et l'information donne une forme. C'est pour ça qu'il y a une transformation. Information, transformation, formation. Alors, les formations que je donne, ça commence par des ateliers de 4 heures. Souvent, en ce moment, j'en fais des gratuits sur Internet où j'enseigne aux gens un minimum, quoi, 4 outils de communication qui vont générer quelque chose, une transformation. Pour ceux qui veulent continuer, il y a des séminaires de base, enfin des formations de base, j'appelle ça maintenant. Je vais devoir m'habituer à changer le mot. Formation de base. La formation de base, c'est 3 jours. C'est 21 heures. C'est 3 jours de 7 heures. C'est assez intense. Hein. Et le premier jour, on travaille sur des outils de communication. Donc, il y a 8 outils. On travaille comment s'affirmer aussi, comment dire les choses quand j'ai besoin de dire les choses, pas juste écouter les autres. Donc, il y a des outils, des expériences. C'est expérientiel, hein, il n'y a pas de théorie. On fait l'expérience et après, on parle de la théorie. Donc, dans la communication transformative, on fait l'expérience d'abord et après, on parle de théorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie sans expérience. C'est comme il y a l'expérience avant la théorie, ça s'appelle plus de la théorie, ça s'appelle de la réalisation, de l'expérience. Et donc, communication le premier jour, des outils, 8 outils. Ensuite, le deuxième jour, on travaille sur... ce qui se passe, c'est quand on commence à s'écouter, on s'aperçoit qu'il y a plein d'émotions, ce que tu disais tout à l'heure, toutes ces relations. Donc, le deuxième jour, on travaille sur cette relation avec nos émotions. Est-ce que je vis des émotions saines? Est-ce que je répète toujours la même émotion pour obtenir quelque chose qu'on appelle jeu émotionnel de bénéfice? Ensuite, on travaille sur notre position dans le monde. Est-ce que je suis victime de ce qui se passe? C'est la faute à je sais pas qui, à Macron, je sais pas quoi. Il y a beaucoup c'est intéressant le Covid, ce qui se passe en ce moment. Les réactions qu'il y a, oui, on manipule et tout, les médecins qui veulent pas soigner, ceux qui veulent soigner. Il se passe plein de choses intéressantes. Après, les médecins qui te sauvent la vie à l'hôpital, il y a plein de choses.
Donc, c'est intéressant enfin, pour moi, le Covid, ça m'empêche d'être fanatique et absolutiste là, parce que je vois qu'il y a tellement de nuances, tellement de différences. C'est intéressant d'écouter tout ça, de voir tout ça, ça bouge. En même temps, c'est pas terrible de passer sa vie à écouter. Donc, il y a cette notion de relation avec le monde. Est-ce que je suis une victime du monde ou est-ce que je suis responsable? C'est moi qui ai créé ce qui se passe. J'y participe. Donc, il y a toute cette relation victime-responsable. Ensuite, l'après-midi, on travaille sur l'intuition, donc les perceptions qu'on appelle intuition. Et puis le soir, on travaille sur gagner. Qu'est-ce que ça veut dire gagner ça? Ça, c'est le deuxième jour. Le troisième jour, on travaille beaucoup sur ce que tu disais tout à l'heure, l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement pour moi? Est-ce que je m'engage dans ma vie ou est-ce que je suis démissionnaire? Je travaille sur la prévention du suicide parce que bon, il y a 200 000 tentatives de suicide en France par an. 200 000 tentatives de suicide. Je sais pas combien il y a de morts du Covid, mais on n'en parle pas de 200 000 tentatives de suicide parce que c'est un symptôme du problème de la société. Je crois qu'il y a 4 millions de morts par an, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas affirmer, je crois qu'il y a 4 millions de morts par an dans le monde par suicide. Ouais. Oui, puis en plus, l'angle sous lequel tu l'abordes, il est super important parce qu'il est, c'est contraire, enfin, c'est finalement les solutions, moi, de ce que j'ai retenu, elles sont souvent contraires à ce qu'on aurait tendance à faire. Donc, c'est hyper important, en fait. Dans la prévention du suicide, oui. Matinée-là Dans la prévention du suicide, parce que ça, on n'en parle pas déjà. De ne pas en parler, c'est un scandale, quoi. Moi, je faisais une émission de télé à Montevideo, en Uruguay, et c'était la journée nationale de prévention du suicide. Et le gars, il me dit, est-ce qu'on doit en parler ou pas? Je dis, c'est fou, vous êtes animateur de télé, renseignez-vous avant de faire une émission sur la prévention du suicide. La base, c'est d'en parler. Mais on ne parle pas de la mort, donc c'est tabou, donc on ne va pas parler à quelqu'un qui veut se suicider de la mort. C'est une erreur. La première chose, c'est lui parler de son désir de mourir. Parce que c'est ça, c'est entrer dans son monde, lui parler de son désir de mourir. Donc il y a des mythes comme ça qui sont racontés. Donc oui, quand on travaille sur la prévention du suicide, je donne d'abord les chiffres. 200 000 tentatives de suicide, 10 000 personnes qui se suicident, 190 000 personnes qui se ratent. Et quand ils se ratent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des séquelles. Ouais. Donc il y a 10 000 personnes qui réussissent, 190 000 qui se ratent. Ça veut dire que c'est pas facile de se suicider. Après, quand je parle dans le monde des 4 millions de suicides, c'est des gens qui se ratent pas, quoi. Donc, si on regarde le tentative de suicide qu'il y a dans le monde, je pense qu'on arrive à des chiffres qui sont complètement dingues, quoi. Par rapport au Covid, le Covid, c'est infime. Mais c'est important aussi. Mais on n'en parle jamais parce qu'il y a la mort. Donc, on va parler de ça, on va parler de la mort. Et puis aussi, ce qui est étonnant, c'est quand on fait des cercles de parole sur la prévention du suicide, on s'aperçoit que chacun de nous et tous les gens qui m'écoutent ici, on a connu les gens qui sont suicidés. Parce que c'est commun. On a beaucoup plus de suicides que des accidents de la route, quoi. Ouais, donc, le suicide, après le suicide, on travaille sur l'intention, c'est-à-dire, et l'intention, c'est pas la même chose que la volonté. C'est qu'est-ce qui fait que j'arrive à atteindre un but? Qu'est-ce qui fait que ça marche dans ma vie, je réussis? Qu'est-ce qui fait que je réussis pas? Donc, on parle de tout ce qui nous permet d'atteindre un but ou pas. Et puis ensuite, on travaille sur des perspectives différentes de vie. Est-ce que je viens de l'être? Est-ce que je viens du faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Avoir, faire ou être? Et on s'aperçoit que notre société occidentale est beaucoup basée sur l'avoir, en fait, la matière. Si j'ai quelque chose, si j'ai un crayon, j'écrirai un livre. Donc nous, on part du principe de l'inverse. Au lieu d'avoir le crayon pour écrire un livre, c'est plutôt d'écrire un livre et de trouver un crayon pour écrire. Donc, quand je suis l'écrivain, je vais écrire s'il faut, il y en a qui écrivent leur sang. Le crayon va arriver à un moment donné. Ouais. Avant, ils écrivaient sur des papyrus avec des trucs qui grattaient le papyrus ou des petits points. Donc, si quelqu'un qui est écrivain, il va écrire. Même si vous l'enfermez dans une prison, il va trouver un moyen d'écrire. Donc, l'idée, c'est d'être d'abord. Et après, tout le reste va suivre. Le faire et l'avoir. Et l'avoir, on considère, ce que j'enseigne, c'est que l'avoir est simplement un retour de l'univers. Si tu as ce que tu as et que tu en es satisfait, c'est que tu es. Si tu as ce que tu as et que tu n'en es pas satisfait, c'est que l'être, il n'est pas au bon endroit. Donc, en fait, l'avoir, l'univers, ce qui me renvoie comme avoir, c'est simplement un ref. Il me dit, hey, t'es pas au bon endroit, là. T'es pas satisfait, t'es pas au bon endroit. Et si je suis satisfait, l'univers dit, OK, t'es au bon endroit, continue. Donc, l'avoir n'est pas simplement tombé du ciel ou un truc que j'ai travaillé dur et j'ai eu ce que je voulais. L'avoir est simplement le retour de l'univers. Donc, c'est notre perspective. Donc, c'est assez sympa de voir ça parce qu'il y a des gens, ils gagnent l'auto, ils foutent complètement. Donc, je suis là pas. Et puis, il y a des gens, ils ont très peu. J'ai beaucoup voyagé dans le monde et ils sont très heureux. Donc, l'avoir n'a rien à voir avec le travail dur ou des choses comme ça, des croyances, il faut travailler dur. D'ailleurs, ceux qui sont les plus riches au monde et qui ont le plus, c'est eux qui travaillent le moins, quelque part. Donc, c'est intéressant. On change la perspective. C'est la fin du séminaire de base. On termine le séminaire de base sur ces 3 perspectives possibles. Et
ceux qui veulent continuer, il y a un séminaire avancé, enfin une formation avancée, qui elle est plus formation avancée. Les 3 premiers jours, on va vraiment dans les zones d'ombre, les choses qui nous empêchent d'avancer, mais qui sont lourdes. On traverse toutes ces émotions là. Hier, je parlais des gros poissons, la vitamine là, on va aller traverser ça pour aller chercher la perle. Et les 3 derniers jours, on travaille sur la perle en fait, sur quelles sont nos spécificités, notre identité, nos qualités en fait propres à chacun, notre unicité en fait. Et ce qu'on veut communiquer, en fait, ce qu'on veut partager, mais là, on va le toucher. Et de là, on va créer une sorte de, d'ambiance où tout le monde va être authentique et ça va générer énormément de créativité. Et ça termine, c'est une fête incroyable qui dure 24 heures, mais c'est une fête, pas dans l'idée de faire la fête, mais dans l'idée de célébrer ce qu'on est. Ouais, C'est je très, très bien. confirme. Il y a des gens qui ont jamais fait quoi que ce soit de danse et qui deviennent des danseurs experts. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Il y a des gens qui ont quitté le séminaire en faisant la profession de ce qu'ils avaient fait sur là. J'étais étonné parce que c'est des choses assez extraordinaires. Et puis le dernier jour, souvent c'est un dimanche, c'est le jour du Seigneur, paraît-il. Et le dernier jour, on fait un voyage avec sans drogue, mais c'est chamanique un peu. C'est-à-dire, on va s'apercevoir qu'en fait, on a énormément de soutien autour de nous dans l'univers que j'appelle pas spirituel, mais enfin, ça dépend pour qui en fait. En tout cas, on va connecter des choses qui sont plus subtiles qu'on voit pas. Je vais amener les gens dans une transe en fait, et ils vont percevoir qu'il y a des êtres qui les soutiennent ou des connexions naturelles. Et c'est souvent une bonne nouvelle parce qu'on a fait tellement de travail de nettoyage que quand on connecte avec ces énergies, bah, il y a vraiment quelque chose de beau, quoi. Et ça crée un impact. Et souvent, il y a des gens qui disent, moi, je vais juste refaire le dernier jour. Tellement c'est bon. Mais c'est pour ça, les assistants, souvent, à la fin, ils disent, ouais, on fait l'exercice le dernier quand même. Ouais, c'est vrai que c'est intense, ouais, pour Ouais. l'avoir vécu. Très intense. Et comme il y a eu le nettoyage avant, bah, ça donne une expérience de transe qui est complètement géniale, quoi. Ça amène les gens à voir que c'est quand même bien foutu, quoi, ce qu'ils disent. Bah moi, c'est dans ce moment-là, j'ai ressenti, moi qui suis quand même toujours, il y a toujours un fond d'angoisse qui traîne, hein, toujours, c'est depuis que je suis petite, hein, et j'ai vécu quelques secondes sans angoisse. Et Ah ouais, waouh, l'expérience de Vaikunta, on appelle ça en sanskrit. Vaikunta, ça veut dire magnifique. sans anxiété, et c'est aussi considéré comme une planète divine, tu vois. Le En gars, il fait, entre dans une ça planète qui est pas existe. un lieu, sans anxiété, ouais. Aucune anxiété. Je me suis Oui, aperçue que ça existait. Donc, j'ai connu un état que j'avais jamais connu. Enfin, oui. peut-être que je l'ai connu, mais en tout cas, pas j'en ai pas conscience. Donc, ouais, j'avoue, c'est... Ouais. Après, ça continue, hein. Ceux qui veulent continuer, il y a ce que j'appelle le séminaire 3, qui s'appelle l'expérience d'une vie consciente. C'est le titre de mon livre, d'ailleurs, l'expérience d'une vie consciente. Et, euh, et là, ce qui se passe, c'est on va explorer des principes de conscience, en fait, mais pur. C'est vraiment proche, c'est proche de la spiritualité, mais ça n'en est pas forcément, ça dépend de ce qu'on en fait. Mais c'est vraiment expérimenter des principes. Il y a 5 principes qui vont nous amener à de la conscience dans chaque moment de notre vie. Alors, il y a plein d'exercices de conscience. C'est très doux comme séminaire, mais très profond. Mais très, très doux, mais très profond. On fait des expériences aussi de choses que j'ai expérimentées en Inde en relation avec le yoga, mais pas tout de suite. Au début, c'est beaucoup de travail sur la relation avec les autres, aussi les attentes, etc., les charges émotionnelles. Et après, on travaille sur des techniques anciennes, ancestrales. Il y a des gens je demande à proposer aussi, il y a des gens qui ont des techniques, des fois je leur donne une technique. Par exemple, là, le prochain séminaire 3, il y a une femme qui vient et qui fait de la marche consciente dans la forêt. Donc, à un moment, on va aller avec elle faire de la marche consciente. Il y a des gens qui ont des outils, je leur propose de montrer les outils, de faire une expérience. Ça, c'est le séminaire 3. Et ceux qui veulent continuer, Combien de temps il dure le séminaire 3? il dure 4 jours. 4 Donc, le jours. séminaire 2, il dure 7 jours. 3 jours le premier. Le 2, c'est 7 jours. Le 3, c'est 4 jours. Et après, il y a des formations de coach. Donc là, il y a pas mal de gens en formation en ce moment où j'enseigne en fait à accompagner des gens sous forme de coaching, mais avec ces techniques de la communication transformative. C'est-à-dire transformer, aider les gens à transformer leur expérience de vie. Et c'est vachement intéressant parce que là, je travaille avec des professionnels pour entrer dans le monde professionnel. Et là, je travaille avec une femme qui est experte et elle m'a dit, c'est une formation. Elle a regardé la formation, tous les détails. Elle m'a dit, mais c'est dingue, c'est quasi universitaire le truc. Donc moi, j'ai fait les formations, je suis déjà à reconnaissance par ICF, les organismes de formation internationale. Mais ce qui m'a intéressé, c'est dans la formation que je propose et que j'ai faite moi-même, il y a vraiment tous les aspects. On travaille sur l'aspect thérapie, on travaille sur l'aspect spirituel aussi, sur l'aspect psychiatrique aussi. Après, il y a beaucoup d'expériences de soi-même dans le coaching, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain dans toute sa dimension. Donc, ça donne des sessions de coaching qui sont c'est assez extraordinaire, quoi, parce qu'on va vraiment dans tout. Et du coup, il émerge des choses, même au travail, le gars, il peut faire émerger des choses qui sont propres à sa spiritualité,
à sa façon de voir le monde et le manifester dans le travail. Et donc, ça donne une dimension assez, ça ouvre beaucoup. Donc ça, c'est les formations de coach. Il y en a deux. Il y a l'apprenti coach, ça dure entre 1 an et 2 ans. C'est-à-dire, on apprend les outils principalement. Ensuite, quand les gens ont appris, ils sont coachs. Donc, ils commencent à pratiquer. Là, il y a une supervision sur 2 ans aussi ou 3 ans, sur 100 sessions de coaching, réelles sessions de coaching, avec un travail académique, un accompagnement à côté. Et ensuite, ceux qui veulent continuer, il y a une formation pour faciliter, pour enseigner, en fait. Tout ce que je fais, quoi. Enseigner, donner ces séminaires, ces stages, ces formations. Voilà, ça, c'est tout ce que je propose pour le moment. Il y a des petites choses aussi. On fait des brigades empathiques, c'est-à-dire on va dans la rue, on fait des brigades ou des oreilles empathiques pour faire plaisir à Laurent, qui n'aime pas le mot brigade. Donc, il y a différentes opinions. Il y en a qui préfèrent oreilles empathiques, d'autres brigades empathiques. Donc, les oreilles empathiques, c'est des groupes de gens, 2, 3, qui vont dans la rue et qui vont écouter les gens. Donc, simplement, on s'assoit et on écoute des gens qui veulent bien s'asseoir et qui parlent. C'est un peu dans l'idée du free hugs, des câlins gratuits, mais au niveau des oreilles. On va écouter des gens qui ont envie de raconter quelque chose avec des outils de base. Et moi, j'ai fait ça en Uruguay, j'ai fait ça un peu partout. C'est assez marrant ce qui se passe. Il y a vraiment, en très peu de temps, il y a vraiment une connexion très profonde avec les gens et il y a une transformation parfois immédiate, simplement parce que quelqu'un a été écouté pendant 20 minutes, ça dure 20 minutes. Donc, on fait ça dans les festivals, dans les villes. Donc, il y a des activités comme ça, il y a des ateliers aussi on fait des ateliers spéciaux, parler en public. En fait, on s'adapte. Dès que quelqu'un me dit on peut faire un atelier, j'étudie un peu, je dis ouais, avec la communication transformative, on peut explorer. Donc, il y a plein d'activités, mais principalement les 3 séminaires, base, avancé, conscient, et après les formations coach, apprenti coach, donc professionnel coach et facilitateur. Ça, c'est ce que je propose. Tu t'ennuies pas, Quelqu'un quoi. qui fait tout le kit, il en a pour 6-7 ans. Bah 6-7 ans de vie en conscience. Ce que je disais, c'est engageant. Hein. C'est engageant, mais ça s'appelle entrer. Moi, j'appelle ça mettre les 2 pieds dans la vie, en fait. Hein. C'est comme moi, c'est comme ça que je le vis Oui. depuis que j'ai Non, c'est engageant. commencé. Depuis que j'ai Un commencé. engagement. C'est un engagement. Moi, j'ai vécu 20 ans dans un ashram, je me suis engagé. Avant ça, le tour du monde, je me suis engagé. Je suis quelqu'un qui aime l'engagement. Ouais. Ok. Comment s'inscrire? Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je mettrai les liens de ton site. Comment s'inscrire? C'est facile, il suffit de cliquer et s'inscrire. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Voilà. Comment Si les faire gens- pour développer le désir de faire ce travail? Comment faire désirer aux gens de faire un travail sur eux-mêmes? D'où vient le désir, quoi? Et, parce qu'il y a beaucoup de publicité, énorme en publicité. Par exemple, Coca-Cola, je crois qu'ils investissent 45% de leur chiffre d'affaires dans la publicité. Pourquoi? Parce que Coca-Cola, c'est pas un produit de bonne qualité. C'est du sucre avec de l'eau, un peu de caramel. Je veux dire, c'est un produit qui est toxique, c'est connu, etc. Donc, je ne dis pas de boire un Coca de temps en temps, mais les gars qui en boivent tous les jours. Donc, ils sont obligés d'investir beaucoup d'argent pour faire vendre leurs produits. S'ils arrêtaient la pub, ils vendraient tout Coca. C'est quand même dingue qu'il y ait un produit que pour le vendre, il faut que tu racontes des histoires sur ce produit, que tu fasses croire qu'il va te rendre heureux, etc. Parce que Coca-Cola, les pubs, c'est toujours des jeunes sur la plage. Donc, tu arrives à raconter des salades pour arriver à vendre un produit qui est toxique, et c'est légal. Et puis, des choses de qualité qui peuvent améliorer l'humain, le rendre vraiment paisible, sobre, intègre, responsable dans sa vie de famille, dans sa vie au travail, etc. Ça, c'est invendable parce que même la publicité est tellement fausse que les gens pourraient pas croire une publicité. Donc, la plupart des gens qui viennent en séminaire avec moi développent le désir parce qu'ils se sont associés avec quelqu'un qui l'avait fait. C'est qu'en fait, je me suis aperçu que leur véritable désir, il vient de l'association d'humain à humain. Mais les faux désirs, ils viennent des charlatans qui racontent des histoires comme la publicité. Non, mais c'est vrai, tu as raison, parce que moi, je l'ai su, c'est 2 amis qui avaient fait le stage avant, qui m'en ont parlé. Et en fait, ils ont suffi qu'ils m'en parlent pour que je me dise, un truc là. Et dès le départ, je me souviens, je me suis dit, Ouais, s'il y a un peu d'affection ou quelque chose, quelqu'un te parle de quelque chose, et ben, ça rentre dans ton oreille, ça va dans ton cœur, et en fait, tu commences à ressentir ce que lui ressent, donc ça te donne envie. Le désir vient de là, en fait, de l'association. Tout le système de la publicité est basé là-dessus, hein. Créer une émotion et et créer un désir. Mais c'est complètement artificiel, quoi. C'est une manipulation totale. D'après moi, la publicité devrait être interdite. C'est un truc qui devrait être mondialement interdit. Donc, tous les panneaux publicitaires secrets, ça enlèverait plein de lumière, plein de dépenses d'énergie. Si un produit est bon, on va s'en parler. Je veux dire ça, ce truc-là, vas-y, c'est super bien et tout, prends ça, quoi. Et là, ce serait génial d'avoir un monde où la publicité, c'est du bouche à oreille, quoi. Et donc, la communication transformative, c'est comme ça que ça marche, c'est du bouche à oreille. Je ne sais pas si mon speech peut inspirer des gens à venir. C'est vraiment bien fait de dire ça. Hein? Je dis, j'ai vraiment bien fait de dire ça.
De dire, je Oui, mettrai le si lien les dans gens connaissent l'écran, des parce gens que qui du l'ont coup, ça, fait, ça débouche ils vont sur... le faire. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, appelez vos amis qui l'ont déjà fait. C'est Et clair. sinon, vous Appelez-moi, appelez Valérie qui je vais l'a vous déjà dire. fait. Mm. Et vous allez voir que les gens qui l'ont déjà fait, 100% des gens qui l'ont déjà fait, enfin, je vais dire 99,9 parce qu'il y a une personne qui m'a demandé d'être remboursé. Mais sinon, 100% des gens, Mm. 99,9 des gens qui l'ont fait vont vous dire du bien de ce que je fais. Il y a c'est quelque chose qui est assez unique et Mm. une expérience. Il y a des Mm. gens, ils font des voyages, ils vont en Grèce, ils prennent un voyage, un bateau, un machin. Ma maman, elle voyage beaucoup comme ça. En ce moment, elle est un peu frustrée parce que c'est pas évident. Et ben, c'est un peu pareil, la communication française. C'est un voyage, mais quand vous allez revenir de ce voyage, ce sera plus le même. C'est comme le tour du monde. Vous faites un tour, il y a quelque chose qui a changé. Ça, c'est garanti. Donc, venez voyager. Mm. Mm. On va tout plus de l'info des Canérés. Celui qui ne voyage pas ne connaît pas la vie. Je vous invite à voyager avec nous. À voyager avec nous, on vous accompagne, c'est votre voyage à vous. Voilà. Yes. Bon, eh ben, écoute, on va pouvoir s'arrêter là. Oui, C'était riche, très, très riche. Je suis très super contente. oui, on va voir. Et ah bah moi, mon vécu est très riche là. Ouais, ouais, parce que je fais des ateliers gratuits en ce moment sur Internet, donc profitez-en à tous là. Il y a des ateliers à peu près tous les 15 jours. Et pareil, c'est le bouche à oreille, mais si vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire aux ateliers. J'en ai pas, il y en aura un bientôt. Et hier, j'en ai fait un et c'est assez extraordinaire ce qui se passe, même sur Zoom avec ces technologies, quand on commence à avoir des outils. Et j'ai envie de mettre en place mais des ateliers, quelque chose de régulier, c'est-à-dire une fois par semaine, il y a des gens qui peuvent se réunir et se parler avec ces outils et générer quelque chose de, un peu comme les écoutes empathiques, mais sur Internet. Par contre, je connais pas la technologie, donc je sais pas faire, mais j'ai envie de générer des espaces d'écoute, en fait. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Et Valérie, ouais, c'était une bonne idée. Hum. Une bonne idée. Ouais. Mhm. Moi, j'aime bien ces façons de parler comme ça, où on échange un peu, où je peux présenter ce que je fais, et toi, tu parles un peu de ton expérience. Toi, Valérie, pour terminer, si quelqu'un te demandait c'est quoi la communication transformative pour toi, qu'est-ce que tu dirais, toi? Pour moi, c'est la rencontre avec tout ce que je crains de moi et qui est en fait le plus grand trésor. C'est Par ce que exemple? je dirais. Bah, par exemple, j'ai toujours craint d'être démasquée de mon mal à l'aise. Je me suis toujours mis en mode sauveuse de l'autre pour éviter d'aller regarder chez moi. Et ça, bah, je l'ai vu. Euh, Moi, ça m'a vraiment mis le doigt sur la culpabilité que je me traîne depuis toute petite. Et alors là, je crois que c'est vraiment la grande révélation pour moi, c'est vraiment ça du stage, hein. Il y a plein de choses, vraiment beaucoup de choses. Je me suis rendu compte de ma beauté intérieure, extérieure, que je voulais pas voir. En fait, c'est des raccourcis. J'ai toujours pris des raccourcis dans ma vie pour donner le change et euh, pour répondre aux besoins de l'autre. Et j'ai pris contact avec le fait que non, j'ai le droit d'exister, que je n'écrase personne si j'existe et que je vis et que j'apprends à être bien dans ma peau et heureuse. Et d'où le truc de la culpabilité. Et, euh, et puis, c'est le côté vivant et oser aller à la rencontre de la vie oser aller à la rencontre de la vie, des gens, de moi. Là, je vais entamer un petit road trip. J'ai pris des décisions, j'ai fait des choix et c'est quelque chose que j'ai au fond de moi depuis toute petite. Enfin, toute petite, non, depuis petite. Et pour moi, je ne l'ai jamais mis dans la case, ce truc-là est possible. C'est comme un espèce de fantasme, un rêve. Bon, bah, ça reste dans cet état-là. Et en fait, je me rends compte que depuis que je vais à la rencontre de moi, que j'accepte justement d'ouvrir le canal de ces trucs qui font un peu mal, là, le chagrin, la peur, la colère, tout ça, bah, en fait, il y a plein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui émergent, euh, qui sont sensationnelles. C'est-à-dire que c'est pas seulement où tu vis un truc extraordinaire, confortable, ou tu vis un truc affreux, inconfortable. Il y a vraiment les deux, en fait, quand on décide d'aller, de faire cette transformation. Et en fait, je me rends compte, alors il y a eu effectivement, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est pas des trucs choisis, c'est des trucs
qui te tombe dessus et qui te bouge, qui te change, enfin, qui me bouge, qui me change et qui m'amène à me dire, mais en fait, ce que j'ai vraiment profondément envie de vivre, je ne sais pas du tout où ça va me mener, mais je sens que je dois aller, que je dois faire cette rencontre et voyager, le truc de voyager. Et je me dis, mais en fait, ce qui m'empêchait de le faire, c'était juste dans ma tête, quoi. Et voilà, en gros, ce que c'est pour moi. Et puis, en fait, depuis que j'ai connu ça via l'atelier Zoom, en fait, je me rends compte que je j'en sors pas, en fait, de la com transformative. Je, je- Désolé. j'en sors pas, en fait. Même si je veux en sortir, j'en sors pas. C'est-à-dire que c'est comme si un truc... euh, non, c'est là, quoi. C'est évident. C'est évident que c'est comme une sorte de pilier. Mais c'est un pilier, pas avec un dogme. C'est un pilier d'élan de vie. C'est un truc d'élan de vie. Et c'est super puissant. Ouais. Et ça me fait vraiment mais super plaisir de pouvoir partager ça. Là, c'est waouh, c'est fabuleux. J'espère vraiment que ça va toucher un max de monde parce que il fallait, il fallait faire ce, il fallait faire ce truc. Oui, en tout cas, il y a des séminaires qui s'en viennent. Là, il y a un séminaire, enfin, une formation qui commence le 22 ou j'ai des dates là. Euh, ouais, je sais même pas les dates. Si, il n'y a pas les dates là-dessus. Ah ouais, le 22-23 mai, dans le Jura, il reste encore 3-4 places. Et après, il y aura des formations dans la Drôme au mois de juin. Et il y a le séminaire 3 au mois de juin aussi. Et après, au mois de juillet, il y a un séminaire en Ariège, une formation de base. Je sais pas si je vais y arriver. Je refais Mais, un séminaire 3 cette année. ouais, au mois de juin. D'accord. Ouais, bah, plusieurs participants m'ont demandé, donc j'ai dit, allez, on fait au mois de Ouais, juin, ça c'est intéressant. Moi, à je la l'ai pas Drôme. fait encore, donc ouais. Ouais. Ouais, en tout cas, moi, j'ai eu un petit passage à vide, là, Covid à vide. Mais là, ça redémarre, les gens, ils organisent, il faut qu'ils mettent beaucoup pour organiser en ce moment. Donc, c'est reparti en France. Je reviens d'Uruguay aussi. J'étais en Uruguay juste avant de choper le Covid. Là. Je fais des stages. En tout cas, tout le monde est bienvenu et, pour cette aventure. Mhm. Que je Inoubliable. recommande. Nickel, Lionel, merci beaucoup. Ah, super, Valérie. Et Et bah, donc, toi, tu avances, ça n'a rien à voir. Tu vas venir dans le sud, c'est ça ou pas? Tu parles de déménagement. principalement, ma destination, c'est le sud. Je veux aussi aller découvrir la Bretagne, que je connais pas. Ah ouais. Mais c'est vraiment le sud. Je me tâtais à faire un petit bout du chemin de Compostelle aussi. Ah ouais. Ouais, ça, c'est Plein, des objectifs. ouais, il y a plein de possibilités. Et il faut que je démarre quelque part, hein, mais après, je sais, j'ai le sentiment que ça va se, Mm. ça va se dessiner, en fait. Au fur et à mesure que moi, je vais accepter d'être dans la rencontre de ce que je vis, d'être présente à ce que je vis, ça va se dessiner. Je suis très Ouais. confiante là-dessus. Donc, voilà. Parce que là, je suis allé voir pour la première fois de ma vie une comptable et elle m'a dit, ouais, c'est sympa vos comptes, vous arrivez à gérer quand même, vous êtes assez bon. Mais c'est quoi le projet de votre vie? Et j'ai dit, moi, ce que j'aimerais, c'est créer une école de vie où il y ait, mais pas que la communication transformative, la communication transformative, la permaculture, du yoga, euh, des cours de danse, de théâtre, tout ce qui a trait à l'humain, en fait, une sorte de bouillon de culture humaine. Et, C'est euh, intéressant. elle m'a dit, ah bah ça, je veux bien vous accompagner pour faire ce projet. Donc je t'en parle parce que les gens qui écoutent aussi. Le projet, c'est quand même de créer un lieu collectif où on puisse vivre cette expérience de communication et avec le reste, parce que je pense que la communication transformative, ça va bien avec la permaculture, ça va bien avec tout ce qui est théâtral, artistique, musique, danse, etc. Ça va très bien avec. On fait beaucoup de ça dans les séminaires. Donc voilà, je lance. Si ça vous dit de faire des séminaires, faites les séminaires, mais si ça vous dit de faire des projets aussi, c'est bienvenu. Intéressant. Ouais, on a visité quelques lieux. Je note. Ouais. Voilà. Il y a 5-6 personnes intéressées, donc ça devrait se faire. Voilà. À suivre. Oui, à suivre. Mm, mm. C'est un lieu où les gens puissent venir et apprendre et en même temps partager ce qu'ils savent. C'est ça l'idée. Ok Valérie. En tout cas, merci pour cette opportunité.
Merci beaucoup. Et je finirai sur une phrase que j'ai beaucoup aimée, que tu m'as dit dans un des coachings post-séminaire et qui m'a énormément impactée. C'est fais de ton bagage le meilleur usage. C'est ton J'ai bagage, ouais, ça vient bien. Ouais. adoré ça. Ouais. Peu importe le bagage, fais-en le meilleur usage. Ouais, ouais, Même on s'il a y a toujours le moyen de le faire. des Ouais. trous dans ta besace, utilise les trous, fais quelque chose avec. Ouais, c'est ça, exactement. Mm, mm, mm. C'est joli. Ouais. C'est un vieux sage indien qui disait ça. Fais ton bagage le meilleur usage. Ouais. Ce sera le mot de la fin Ok, pour cette fois. merci. Allez, salut tout le Ciao. monde. À bientôt. Ciao.